j'ai pris la décision de vous augmenter à la fin de ce mois. Vous étiez 4, vous serez 5. Sacha Guitry. Bonsoir. Ce soir, je vous propose une émission d'actualité, en tout cas une actualité qui nous tient tous à cœur. Il y a quelques jours, la plupart d'entre nous, c'est-à-dire tous les salariés de France, qui représentent quand même 20 millions de personnes, eh bien, il y a quelques jours, nous avons reçu notre fiche de paie. Alors, ça a été la fin d'un long suspense, puisqu'on est maintenant tous fixés sur notre sort, et chacun d'entre nous sait si oui ou non, il a été augmenté. Alors, pour certains, la surprise a été bonne, mais pour d'autres, malheureusement, ça a été la douche froide. Mais est-ce qu'on sait vraiment comment la décision a été prise, et surtout, selon quels critères ? Ce soir, Capital va soulever certains des sujets les plus tabous dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise. Par exemple, y a-t-il une discrimination contre les femmes, simplement parce qu'elles ont des enfants ou qu'elles pourraient en avoir ? Eh bien, restez avec nous, parce que ce ne sont pas les seuls secrets que nous allons vous dévoiler ce soir. Sommaire. Ce matin de décembre, Valérie est stressée. Elle va passer avec son patron son entretien de fin d'année. Et pour elle, comme pour ses collègues, c'est un moment crucial. De toute manière, s'il donne rien, je sais pas si je serais pas amené à faire des demandes ailleurs. Très déçue. Non, ouais, très déçue. Merci. Pour la première fois, une entreprise nous a laissé filmer ce qu'on ne voit jamais. Comment se négocie votre augmentation de salaire ? Qui décide ? Un document exceptionnel. C'est illégal, mais fréquent. Ce patron a un poste à pourvoir, la candidate est une jeune femme et la première chose qu'il cherche à savoir, c'est si elle va bientôt avoir un enfant. Parce que si vous faites des enfants, vous absentez. Si vous absentez, ça pose forcément un problème. Grossesse, congé maternité, ça fait peur au patron. Y a-t-il une discrimination envers les femmes avec bébé ? 7h du matin, ces deux parents partent au travail. Ils déposeront leur bébé dans une crèche qui ne se situe pas n'importe où. Ils sont où vos bureaux là ? On les voit d'ici ? Alors mes bureaux sont juste en face dans ce bâtiment. Les crèches d'entreprise, il y en a de plus en plus en France, mais est-ce vraiment l'idéal de travailler alors que votre enfant est juste à côté ? C'est une mystérieuse maladie qui se répand comme une épidémie dans les usines, mais aussi dans les bureaux. Alors ça, c'est votre épaule là. Ouais. Là, vous voyez l'os qui est creusé, qui est abîmé. Et ça, c'est le résultat de gestes répétitifs. Oui. On l'a surnommée la maladie de la productivité. 30 000 nouveaux cas chaque année. Révélation sur un sujet tabou. Tout d'abord, une question. Qu'est-ce qui est le plus important pour un salarié dans une entreprise ? Eh bien, lorsqu'on vous pose la question, il y a bien entendu l'intérêt du métier, il y a aussi les conditions de travail, mais le plus important, ça reste la rémunération. C'est donc un enjeu énorme pour tous les salariés, et cet enjeu, vous allez maintenant le vivre de la façon la plus concrète qui soit, à un moment clé de l'année, celui des augmentations de salaire. Ce que je vous propose de voir est inédit. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi de l'intérieur toutes les étapes, des entretiens jusqu'aux décisions finales d'augmentation dans une PME de 160 salariés. Pour la première fois, vous allez voir et entendre ce qui se dit entre un salarié et son chef de service lors des entretiens individuels. Vous allez également comprendre ce qu'aucun employé ne voit habituellement, à savoir comment votre patron prend la décision de vous augmenter ou pas. Regardez, c'est un document exclusif de Stéphane Martin, Marc Saint-Sauve, Jean-Luc Rochenet et Isabelle Laporte. Quels sont les problèmes ? C'est comme les gens là qui sont vraiment au minimum, comme ils disent, ils s'aperçoivent pas qu'ils ont eu une augmentation de salaire. Ils en parlent, ils disent où est l'augmentation. Et la plupart des personnes à l'avenir électrique sont payées vraiment au minimal de la grille, quoi, de la convention du bâtiment, quoi. Donc, ça c'est pas vrai. La plupart, M. Marie, quand même. C'est pas vrai. Alors ça c'est faux. Si vous voulez, on regarde. Ah ben oui. Ah, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Ça, j'accepte pas cette vision des choses. D'un côté, le PDG. De l'autre, les délégués du personnel. On parle salaire. L'espoir est là, hein, c'est tout. Hein. Et donc, il s'est rien passé dans cette société depuis 10 ans. C'est la cata. J'ai pas dit la cata, M. Marie, j'ai pas dit ça du tout. Je dis simplement que, à ce niveau-là, il y a une catégorie de personnes qui espèrent, c'est tout. Moi, j'ai déjà une ambition par rapport à l'entreprise. La première, c'est de faire qu'il y ait encore un salaire. C'est-à-dire que
Quand je dis aujourd'hui, il y a 160 personnes, il y a 160 familles à nourrir, c'est quand même important déjà, c'est d'avoir un salaire. C'est la première des choses. Et ça, c'est mon premier travail. C'est de faire en sorte qu'à la fin du mois, tout le monde puisse toucher sa paye. Et je pense qu'il y a des endroits où c'est pire en ce moment. L'ambiance est tendue. Nous sommes début décembre, à quelques jours des entretiens annuels. Chaque salarié va faire le point en tête-à-tête avec son chef et va pouvoir parler d'argent. L'entreprise, la voilà, Avenir Électrique de Limoges. Elle emploie 161 personnes et fait des chantiers d'électricité. À première vue, la tension n'est pas perceptible car au siège, il n'y a pas grand monde, juste des bureaux d'études et un entrepôt dans lequel sont stockées les fournitures. La grande majorité des salariés travaillent à l'extérieur sur la cinquantaine de chantiers que mène en permanence la société. Elle a été fondée en 1920. Le PDG, Daniel Marie, la dirige d'une main de fer depuis 15 ans. Il en a multiplié le chiffre d'affaires par 4. Elle ne lui appartient pas, lui-même est salarié, mais il s'y investit corps et âme. Même chez lui, le week-end, en ramassant les feuilles mortes de son jardin. Quand on en a deux, c'est des instants où on peut réfléchir à autre chose, ou réfléchir à plus en profondeur sur de la stratégie, où vous trouvez tout simplement des solutions à des problèmes. Hein. En ce moment, il planche sur les salaires. Il sait à quel point c'est sensible, lui qui a gravi tous les échelons. Fils de paysan, il a décroché un diplôme d'ingénieur au bout de 10 ans de cours du soir. Et à 40 ans, il a été recruté pour diriger Avenir Électrique de Limoges. À partir du moment où on juge les autres, forcément qu'on est injuste. Dès qu'on veut juger, on est injuste. Et les décisions sont forcément arbitraires. Et qui dit arbitraire dit discutable. Au bureau, à l'approche des entretiens individuels, la tension monte. C'est un sujet chaud. Tout le monde a sa petite stratégie en tête. Il y a d'abord ceux qui laissent passer leur tour. Cette année. J'ai pas demandé d'augmentation. J'en ai eu l'année dernière. Cette année, a priori, j'ai mon collègue qui a eu son entretien. A priori, il n'aura pas d'augmentation. Donc, comme je suis au même niveau, normalement, c'est pour l'année prochaine l'augmentation. Et puis, il y a les autres, les plus nombreux, qui vont tenter d'obtenir quelque chose. Vous demandez une augmentation ? Comme tout le monde. Vous demandez une augmentation cette année, monsieur Bourgoin ? Oui, j'ai demandé une augmentation, oui. Une augmentation importante ? Importante, oui. J'espère en avoir une. Pourquoi ? Parce que ça va faire un petit nombre d'années que je demande et que je n'ai toujours rien. Il y aura les gagnants et les perdants. Quelles sont les règles du jeu ? Quelle est la meilleure manière de mener son entretien individuel ? Y a-t-il des injustices ? Nous sommes le 7 décembre. Valérie Claus, 31 ans, va passer son entretien dans une semaine. Son boulot, c'est la qualité. En 2 mots, elle est chargée de mettre en place des méthodes pour travailler mieux et plus vite. Je vais vérifier que ce qu'on a décidé, les gens l'appliquent effectivement sur les chantiers. Et régulièrement, Salut! Il est où Alain? Elle déboule à l'improviste sur le terrain. Juste en bas? C'est une femme qui doit s'imposer dans un univers de fort à bras. Et savoir, par exemple, ne pas s'offusquer d'une photo de femme nue dans une cabane de chantier. La photo, je la porte, tant pis. Les gars, il fallait vous en douter un jour ou l'autre. Il fallait bien que ça se fasse. Elle est blonde. Ce carnet-là, j'ai vu avec Fabien. Bon, Elle reste concentrée sur ce qu'elle a à faire. Lui, il fallait pas que je m'en occupe, c'est lui qui veut. Là, elle n'est pas contente. Le cahier des réclamations clients n'est pas utilisé. Normalement, c'est fait aussi pour faire remonter les infos. Ouais, mais les réunions, on est en permanence, quoi. Donc, j'ai pas lieu d'en faire une, c'est lui, il en fait une. Ouais, mais t'as le client. Le client passe, il émet une remarque. Moi, je veux que ce soit noté. Fabien, il n'est pas là tout le temps, donc. Ah oui, le seul et unique problème qu'on a, c'est que le chef d'équipe, aujourd'hui, il doit tout faire. Pour éviter des pannes et donc des pertes de temps, elle vérifie aussi le bon entretien du matériel. Et même le contrôle technique du véhicule. Il y a un petit côté flic, là, hein. Ouais, un peu beaucoup, même, on va dire. Bah ouais, mais bon...
Mais il faut, c'est pas plus mal. Ouais, c'est bon. Un petit merci. 4, ben de rien. Elle est payée 1950 € bruts par mois. Après 8 ans dans la société, cette année, elle veut une promotion significative. Il faudrait que tu regardes sur l'électrotechnique s'il y a... Mais elle n'est pas la seule. Et des augmentations, il n'y en a pas pour tout le monde. Quelle somme y aura-t-il à se partager cette année? Ça va se jouer en cette fin d'après-midi. Le conseil d'administration va trancher. Un conseil pas tout à fait ordinaire où ne siègent non pas des hommes d'affaires, mais exclusivement des salariés. Car Avenir Électrique de Limoges est une société coopérative de production. Ça veut dire qu'elle appartient aux salariés. Valérie Claus, par exemple, a été élue par ses collègues des chantiers et des bureaux pour siéger ici. Pour le reste, AEL fonctionne comme n'importe quelle autre entreprise. Les salaires, ça dépend des performances de la boîte. Il est arrivé dans les moments difficiles qu'il n'y ait aucune augmentation. Sur les résultats 2004. Mais cette fois, les résultats sont bons et ça se présente bien pour les mois à venir. Ils ne semblent pas en difficulté, en tout cas. Les perspectives 2005, les carnets de... C'est le patron qui décide et il juge cette année que l'on peut lâcher un peu de lest sur la masse salariale. Une autorisation de dérapage, si ça s'appelle comme ça, une autorisation d'évolution de la masse salariale de 4 points. Plus 4%, ça fait 115 000 € à se répartir entre 161 personnes. Comment se partager ce petit trésor? 2 écoles s'opposent. Certains, comme Valérie, pensent qu'il faut payer les gens au mérite, en résumé que certains soient bien augmentés et d'autres pas du tout. Il y a peut-être des gens qui auraient besoin d'être un petit peu plus motivés par rapport aux efforts qu'ils font, quoi. Je sais pas, je pense à ceux qui travaillent les week-ends quand il y a besoin, je pense aux gens qui se donnent pour venir faire les inventaires. Effectivement, on dit les gens sont moins motivés, on a du mal à leur demander leur présence. Peut-être que la promotion individuelle aussi, c'est peut-être une autre façon de voir les choses, c'est peut-être moins juste, effectivement, mais c'est un autre... Mais elle a des adversaires qui veulent couper le gâteau en deux. Une moitié pour des augmentations individuelles, l'autre pour une augmentation générale. Ils appellent ça le 2+2. Moi, je suis pas d'accord avec toi, parce que vu le résultat qu'on a fait, à mon avis, il y a quand même au moins 150 personnes qui y ont participé. Donc je pense qu'on peut récompenser tout le monde. Il y a quelque chose en France qui s'appelle l'inflation. Et qu'on soit bon ou pas bon, son paquet de tabac ou sa salade, on l'achète toujours plus cher que l'année dernière. Donc, pour moi, il me semble logique qu'on augmente tout le monde d'au moins 2%, ne serait-ce que pour suivre le cours de la vie. Après, il nous reste 2%. On passe au vote. Bon, alors, qu'est-ce qui est là pour la solution 2+2, c'est-à-dire 2 à tout le monde et 2 en enveloppe. 1, 2, 3, 4. 4, ce n'est pas suffisant, mais avec la voix du PDG, c'est la majorité absolue. Il n'y a plus qu'à appliquer. Il y aura donc une augmentation générale de 2%, plus une enveloppe de 57 000 € pour les augmentations individuelles, gérées au cas par cas. Il faut augmenter le chiffre du haut. Qui va en bénéficier? La balle est dans le camp des salariés. Armé du bilan de son année, chacun va devoir convaincre au cours de son entretien individuel. La lune brille dans le ciel de Limoges. Valérie quitte à peine le bureau. Cette passionnée qui adore son boulot ne compte pas ses heures. Vous rentrez chez vous là? Oui. Il est quelle heure? Il est 7h. Vous avez commencé à quelle heure ce matin? Ce matin, 8h. Ouais. 8h, 7h, 11h, vous avez fait une pause quoi, au moins d'1 heure Oui, pour le déjeuner. Une bonne journée de 10 heures quoi. Oui, c'est pas tous les jours comme ça non plus, ça arrive des fois, ouais. Comment vous débrouillez quand vous débordez comme ça? Vous notez vos heures que vous récupérez ensuite? Non. Non, c'est... Vous donnez parce que vous avez... oui, c'est dans ma mission, et puis voilà, quoi. Valérie n'a pourtant qu'un statut de technicienne. Elle est donc payée 1950 € bruts par mois, et elle est aux 35 heures. Dans la réalité, ces semaines font en moyenne plutôt 42 heures, sans un sou de plus. Elle vient de fonder une famille, et vit à 18 km de là, à la campagne. Ce soir-là, elle rentre en même temps que son mari, Jérôme, ingénieur.
Il arrive de chez la nounou, où il a récupéré le petit Léandre, 18 mois. Exceptionnellement, Valérie met le petit dans le bain. Oui, mais comme d'habitude. C'est lui qui donne le bain? Je suis rarement rentrée quand ils arrivent, donc c'est le papa qui donne le bain au petit. Ils sont propriétaires depuis peu de cette jolie maison de 210 mètres carrés. Elle leur a coûté 180 000 €, une somme dont ils ont emprunté une grande part. Résultat, chaque mois, ils ont de grosses sorties. Un peu plus, on a à peu près 6 500 francs. On parle grand enfant. C'est plus représentatif en fait. Oui, à peu près ça. Plus vous rajoutez le prix de la tati. Il y a un salaire qui part en fait, entre la maison et la tati. Et la nounou? Oui, la tati, oui, la nounou. Il leur reste donc 1 600 € net pour toutes les autres dépenses. Pas question de faire des folies. C'est un petit peu difficile, donc on fait attention au budget. Le budget, c'est oui, pas toutes les semaines que je fais les comptes, mais pratiquement. Tous les samedis, il faut mieux faire les trucs parce que faut savoir si on peut faire des extras ou pas. Quoi. Bref, comme la plupart des jeunes couples, ils ont besoin d'argent. Et Valérie espère beaucoup. Elle a été augmentée ces 3 dernières années en moyenne de 130 € à chaque fois. Aujourd'hui, elle attend au moins la même chose, mais surtout, elle a une ambition qui lui tient très à cœur, obtenir le statut cadre. Car elle estime qu'elle s'investit dans l'entreprise comme le fait un dirigeant. Je suis pas payée par rapport au nombre d'heures que je fais, c'est plus par rapport aux objectifs et à la mission qu'on me demande. Quoi. Donc vous voulez avoir le statut cadre pour que votre statut soit adapté en fait à la réalité de votre boulot, quoi. Ouais. Oui, voilà, en fait, voilà, c'est exactement ça. Bon, c'est vrai qu'en quelque part, je fais partie un peu de l'équipe d'encadrement, tout simplement. Si, Dodo. Pour son mari qui tient les comptes du ménage, ce n'est pas la priorité. Si on veut choisir entre le cadre et le salaire, je préfère qu'elle soit augmentée. Augmentation plus statut cadre, elle va devoir faire fort pour obtenir les deux. Huit jours plus tard, au petit matin, le grand moment approche. Ah, ça peut, ça. J'avais pas réfléchi. Mais... Après une mauvaise nuit, Valérie essaye de se détendre. Vous sentez comment, là? Un peu stressée. Un peu stressée parce que c'est un peu une mise à nu de la personne. J'imagine qu'il va y avoir des choses qui ne seront pas agréables à entendre, mais bon, c'est normal, quoi. On ne peut pas être bon partout. C'est avec le PDG, son chef direct, qu'elle va passer son entretien. Il n'est pas tellement plus à l'aise. L'entretien, c'est toujours stressant. Pour les deux parties. Il y a une espèce de rapport de force qui s'exerce et c'est pas une rencontre de camaraderie, je veux dire. En effet, vous allez le voir. Ça va saigner. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Elle arrive avec un dossier et lui aussi a des documents sur la table. Car ils ont chacun préparé l'entretien en remplissant une fiche prévue à cet effet. Ils y ont listé les qualités et les défauts de Valérie. Bon. Ça commence plutôt pas mal pour elle. Relations humaines, communication, Valérie, au top. C'est bien de créer du lien, de créer de la dynamique. Il a tout de même noté une lacune sur un point technique, mais il ne s'y attarde pas. Ouais, je suis d'accord sur en termes d'homogénéisation, c'est ça que vous voulez dire. Alors, au cours de l'année écoulée, quelle situation a été pour votre collaborateur une réussite? Bon, moi j'ai mis en numéro 1 l'intégration de Brive dans le champ. Moi aussi. Bon, on est d'accord aussi. Ouais. Ça, c'était l'objectif numéro 1. Et vous savez à quel point j'y tenais. En termes d'échecs, j'en ai pas noté, moi. Moi, j'en ai noté. Ah. Valérie, peu calculatrice, se met elle-même en accusation. Parce que par rapport aux remarques et aux observations? Par rapport aux observations qui ont été faites, je pense que je suis passée à côté de certaines choses. Et ça aurait pas dû arriver. Voilà. Bon, je dis pas que c'est entièrement de ma faute. Ouais, moi je suis pas aussi... Non, là je suis pas aussi dur. Mais je suis pas aussi dur avec vous que vous-même. Mais je vous le dis tel que je l'ai ressenti. J'ai été moins... Ouais, vous l'avez pris comme un... Moi une claque. J'ai pris une claque. Oui. Maintenant, fini les amabilités. Il lui annonce les progrès à faire. Les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Premièrement, mieux s'organiser et ne plus travailler au dernier moment.
je veux pas que vous travailliez jour et nuit pendant 3 jours à la date de l'audit. Je ne veux pas de ça. Deuxièmement, savoir distinguer les priorités. Faut augmenter l'efficacité sur les actions, mais pas en nombre, quoi. C'est-à-dire que il faut s'arrêter aux choses importantes et pas avoir des 1001 petites choses. Troisièmement, apprendre à déléguer. Moi, Valérie, c'est ça que j'attends de vous. Hein. Valérie encaisse. C'est d'évoluer, de progresser vers cette délégation et contrôler sans faire. Ouais. Voilà, contrôler sans faire. Mais j'imagine que ça s'apprend. Oui, mais est-ce que ça s'apprend dans les livres Ah non, c'est pas ça que je dis. Bref, selon lui, elle n'a pas encore tout à fait l'étoffe d'un cadre. Malgré ça, Valérie se lance. J'arrive à un moment où je pense que ouais, le fait de passer cadre, c'est quelque chose qui me tient à cœur, quoi. Parce que par rapport à ma mission, par rapport au travail que je fais, par rapport à tout un tas de choses, c'est le souhait que j'aurais, que j'aimais, quoi. Voilà. Daniel Marie masque mal son embarras. Ouais, j'en ai déjà parlé de ça, mais... Alors, est-ce que c'est une ambition pour faire joli ? Ce que je veux dire par là, c'est que vous pourriez avoir aussi l'ambition de devenir PDG, pour faire joli aussi. Je dis aujourd'hui, pour moi, c'est pas mûr. Le fruit est peut-être bien prêt à cueillir, mais c'est pas mûr. Valérie est sonnée. Elle en oublie même de demander une augmentation. Et sur le sujet, son patron reste très vague. Bon, pour le salaire cette année, donc vis-à-vis des efforts que vous avez faits, bon, je vais pas vous donner de réponse aujourd'hui, puisque c'est pas la règle. Je ferai quelque chose. Bon, ça sera pas forcément ce que vous espérez ou ce que vous attendez. Je ferai un effort particulier. En 1 heure, c'est joué. Voilà. Bonne journée. Malgré une apparente décontraction, Valérie accuse le coup. Oui. Ça vous fait rire? Non, c'est un rire nerveux, très déçu. Un rire nerveux, très déçu. Non, ouais, très déçu. Mais bon... Vous auriez pu demander une augmentation précise, fixer un chiffre, enfin... Ouais, mais moi je fonctionne pas comme ça. Dans mon idée, c'était cadre, c'était pas autre chose. À la limite, il m'aurait dit je vous passe cadre à salaire égal, j'aurais été largement satisfaite. Voilà. Je pense que c'était, à la limite même plus que par le salaire, une reconnaissance autre, quoi. Par rapport à ce que je peux donner à cette société, au temps que j'y passe. Et voilà. Ça vous dérange si on m'arrête? Elle retient ses larmes et part se réfugier loin des regards, derrière cette porte, à l'entrepôt. Pour moi, lui dire non, c'est quelque part lui rendre service. À chaque fois que mes enfants me demandent des biscuits, je ne dis pas toujours oui. Parce qu'à un moment donné, je considère que c'est pas bon pour eux. Bon. C'est pas évident de dire non. Non, c'est pas évident de dire non. C'est certainement la tâche la plus difficile pour un responsable de dire non. C'est tellement facile de dire oui, de faire plaisir à tout le monde. 2 heures après l'entretien, la vie de bureau reprend son cours. Valérie plaisante même avec sa collègue des nouvelles consignes de son patron. Tu vas avoir beaucoup plus de travail. Parce qu'il faut que j'apprenne à déléguer. Comme tous les jours, elle va déjeuner à la cafétéria d'un hypermarché tout proche. Son mari, qui travaille dans les environs, la rejoint quand il le peut. Il a hâte de savoir. C'est bien passé? Hein? C'est bien passé? Ben, ça s'est passé comme ça s'est passé. Bon. C'était difficile? Ouais. Oh, c'est-à-dire? Ça a commencé par un affrontement. Ah bon? Non, je
je n'ai pas le statut de cadre. Voilà. Il veut pas. Non. Pourquoi? Parce qu'il estime que j'ai des marches à franchir et que je n'ai pas encore franchi. Et voilà. D'accord. Voilà. Bien. Donc tu l'auras jamais en fait. Parce que je suppose que tu peux franchir d'autres. Mais... Bah, apparemment, j'ai encore du progrès à faire, mais bon, voilà. Si t'as pas le statut, t'as l'augmentation alors. Est-ce que c'était l'un ou l'autre? Ouais, il m'a dit que par contre, il fera un effort sur l'augmentation de salaire par rapport au travail effectué. Mais si t'as déjà l'augmentation, c'est déjà ça. L'augmentation, ça va te payer une voiture. Oh. Ah ben d'accord, si on voit les choses comme ça, d'accord. Bah, écoute, j'espère. Valérie l'a joué nature. Pendant l'entretien, elle n'a même pas parlé d'argent. Cela sera-t-il payant? D'autres, en tout cas, se montrent beaucoup plus mordants. À quelques kilomètres de là, un collègue de Valérie qui, lui, n'est pas du genre commode. David Bocquier. Ce jeune technicien de 30 ans a d'importantes responsabilités. Tout au long de l'année, il dirige une quinzaine de chantiers. Là, il donne ses instructions à l'un de ses chefs d'équipe. On passera tout dans le plancher technique. Hein. Ici? Bah oui, c'est aussi facile, hein. On ne percera pas derrière. C'est un dur à cuire, habitué au rapport de force dans son travail. Ce jour-là, il doit résister à un architecte, l'homme en noir, qui veut obtenir de lui des installations plus performantes, sans rajouter un centime. Si je viens avec 5 000 € de travaux supplémentaires d'éclairage, ça va peut-être coincé. Ça va peut-être coincé. Tout à fait. Sa mission, c'est de ne pas lâcher le morceau. On va faire jusqu'à temps que ça rentre dans mon truc. Hein. Tant que je ne rentrerai pas dans mon compte à moi, je ne ferai pas... je ne serai pas d'accord, quoi. Ce punch, il va s'en servir pour augmenter son salaire. Il veut que ces 1 850 € bruts par mois fassent un bond. Car il n'est pas content de cette rémunération. Selon lui, ses collègues de travail sont mieux lotis. Comme par exemple ce jeune homme, un technicien de bureau, responsabilité moins importante, mais qui est quasiment à son niveau pour le salaire. Cette année, David pense avoir trouvé le truc pour obtenir beaucoup. Pour fixer sa rémunération, son patron a pris comme il se doit la convention collective du BTP. On a un document, donc le document employé technicien... c'est la convention collective, c'est la collection collective du bâtiment, donc on a pris cet article-là, donc filière fonds commun, conduite de travaux. Donc ils m'ont dit, bon, mais là c'est la conduite de travaux. Parce que tu es conducteur de travaux. Je suis conducteur de travaux, on m'a présenté ça comme ça. Donc voilà, position 5, coefficient 680. Donc ça correspond... Conducteur de travaux premier échelon, c'est ça? Conducteur de travaux premier échelon. C'est là que David pense avoir trouvé la faille. Alors vous n'êtes pas d'accord Moi, sur la seule chose où je suis pas d'accord, c'est que dans la conduite de travaux qui me disent qui sont pris comme référence, je trouve pas l'électricité. Or, quelques pages plus loin, il y a un autre tableau qui concerne les métiers de l'électricité. Et là, ça change tout. On ne se retrouve plus en position 5, coefficient 680, mais en position 6, conducteur de travaux premier échelon, coefficient 820. Ce qui fait une différence de salaire de 380 €. C'est peut-être quelque chose qui va se régler au cours de l'entretien individuel, l'entretien de fin d'année, là. Espérons. Il n'y a pas de raison. Armé de la convention collective, il ne demande rien de moins qu'une augmentation de 20%. Voilà. Le jour de l'entretien, David ne change rien à ses habitudes. Les matins, moi, c'est express. Il n'y a pas de temps perdu. Petit déjeuner solitaire à 6h15, sa femme et sa petite fille de 4 ans dorment à côté. Il est toujours prêt à aller jusqu'au bout. Vous satisferiez de quoi? De la moitié? Non, pas spécialement, non. Non, ça, c'est... On va voir en fonction de leur argumentation et ce qu'ils m'expliqueront et ce qui me... Si vous donnez rien, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez envisagé éventuellement, du coup, de même... c'est aussi ça dans les négociations, de claquer la porte ou de... je sais pas si je claquerai la porte, mais... de manière, s'ils donnent rien, je sais pas si je serais pas amené à faire des demandes ailleurs. Hein. Sa force, c'est que son profil est recherché. Il n'aurait pas de mal à trouver du travail autre part. Alors, va-t-il faire plier son patron? Ce n'est pas le PDG qui lui fait passer son entretien, mais Patrick Dumain, l'homme à lunettes, son chef direct. J'avais oublié, mais... 10h30. Il doit voir les 27 personnes de son service. Et il dispose d'un budget limité. Il ne pourra pas donner à tous. Il sait que, comme chaque année, David va lui réclamer de l'argent.
C'est de bonne guerre. Le chef commence par souligner les progrès qu'il a à faire, notamment dans son attitude avec les clients. Bon, t'as porté ta fiche. Ce qui me gêne dans la relation que tu as avec le client, c'est que derrière, tu gardes pas assez de distance par rapport à ton client. C'est simplement ça. Pour être plus clair, c'est le tutoiement, quoi. Voilà, bon. Une familiarité que son boss juge excessive. Il n'y en avait pas assez, maintenant il y en a trop. Non, c'est pas ça que je dis. C'est encore une fois. Non, mais je me suis mal fait comprendre. Non, t'as compris ce que j'ai voulu dire ? Oui, j'ai compris. Les reproches ne le déstabilisent pas. T'as peur que j'arrive pas à leur dire non ? Mais non, si. Non, c'est que tu n'auras pas assez de levier à un moment donné pour réagir. Voilà. Très calme, il ne perd pas de vue sa revendication. Moi, c'est ce qu'on a parlé, qui est en cours depuis 3 mois, quoi. Il veut qu'on lui applique la grille des salaires électricité. Parce que là, et non pas celle du tronc commun. Je pose ma casquette et je prends ma casquette de collègue et puis celle de responsable et compagnie. Pour moi, c'est pas. Je te l'ai déjà dit, c'est pas avec ça que tu dois faire valoir. Je sais pas si c'est peut-être pas faire valoir, mais moi je pense que je suis largement conduite de travaux. Que tu me dises aujourd'hui que tu mérites et que je pense que je peux. Alors, tu dois être encouragé et je te dis oui. Mais oui, et puis encouragé au futur poste qui m'est donné, où j'ai pris déjà des responsabilités, donc je pense que. Oui. Je pense que. Mais que tu me dises et que tu me fasses valoir que ça, parce que c'est dans le tronc d'une filière, machin. J'ai montré, ça fait chier avec ça. Ouais, mais. Je fais peut-être chier avec ça, mais bon, c'est déjà un repère, c'est pour donner une base, quoi, déjà. David insiste, au risque d'irriter son chef. Voilà, je te dis où il en est. Ça me dépasse, donc ça sera traité, et puis derrière, je l'argumenterai, et après, puis voilà. Après, est-ce que tu veux te servir de ce document de référence pour argumenter ? Est-ce que tu veux te servir de Non, mais ce que j'ai fait, souhaite voir et améliorer son salaire en fonction de la filière tronc électricité. Ça, c'est pas marqué tronc commun. Voilà. Donc je l'ai marqué, je le traite, on en discute. Derrière, je te donne le retour, on en rediscute. Je veux pas non plus que ce soit un problème. Et on se met d'accord, et on sera d'accord. La tension monte, et pourtant David continue sur le même thème. Si tu veux, Il met en avant sa différence de salaire avec les autres, et notamment avec un conducteur de travaux qui fait le même boulot que lui. Moi, j'ai l'impression d'avoir toujours été juste là. Maintenant, c'est peut-être moi. Dessin à l'appui. C'est peut-être moi qui me trompe. Il estime qu'il est toujours en dessous. Moi, j'ai l'impression, sincèrement, d'avoir toujours été comme ça. Qui a été embauché plus cher que toi quand il est arrivé, c'est clair. Cet écart, il est là. Bon, c'est un classique. Son collègue a bien négocié son salaire d'embauche alors que David a démarré débutant à 1 100 € bruts. Maintenant, il rame pour rattraper son retard avec tout le monde. Il y a un qui est arrivé, qui doit avoir ce que j'avais quand j'étais pas, machin, et j'ai l'impression. Alors maintenant, j'ai pas tous les coefficients, j'ai pas tous les montants, je sais pas, je peux pas le prouver par A plus B, mais mon sentiment, voilà où est mon sentiment. Et effectivement, il y en a un qui, à un moment donné, est passé au-dessus. Peut-être que David, il va pas tarder à repasser au-dessus. Oui, et peut-être même largement au-dessus. Emporté par son élan, David franchit même peut-être la ligne jaune de l'insolence. Je vous laisse entre deux grands garçons responsables, faire ce que vous pensez bien faire. Bien faire. Ouais. Bonne journée. Merci. Salut Bill. 1h30 d'entretien. Bon courage. Dont David sort plutôt frais et satisfait. Je crois qu'il a compris il a bien compris quand même le message. Bon, je ne sais pas si j'arriverai à avoir ce que je voulais. Moi, ce qu'ils avaient l'air de plutôt dire, c'est qu'ils ne voulaient pas se baser sur par rapport à ce document-là, quoi. Il n'a pas l'air d'être contre faire une augmentation. Je ne pense pas que ce soit ça du tout. Il se remet au travail en espérant que son argumentation musclée portera ses fruits. À la base, sur le terrain, d'autres misent sur la simple reconnaissance de leur mérite pour avoir plus. Ludovic Perrucot, 25 ans, ouvrier électricien, est en plein travail. On a la pêche, mais c'est pas toujours comme ça. Il y a des fois, la fin de semaine, c'est dur. Des fois, c'est dur. Il est payé 1 224 € bruts, ce qui lui laisse... Pour vivre, net, dans la poche, 1 000 €. 1 000 €. Voilà. D'accord. Il travaille avec son chef, Alors, Lulu, Claude Dupuis, ça marche? qui lui donne des instructions Ça roule?
et qui contrôle le résultat. Mais c'est exactement, tu vois, on est en train de faire exactement ce que j'avais prévu depuis le début. Cette année, il ambitionne de passer à l'échelon supérieur sur la grille du bâtiment et devenir ouvrier professionnel. Ça impliquerait une augmentation de 70 € plus 5% pour son salaire. Vous pensez que vous avez la qualification pour passer au-dessus? Ouvrier professionnel? Ouais. Oui, vous pouvez même demander à mon chef, je pense qu'il vous dira la même chose. En effet, son chef pense qu'il doit être promu. Oui, chef. Il est tout à fait capable. Il mérite quoi? À quel niveau? Il mérite d'être à quel niveau? Et il mérite au moins 1 ou 2 échelons de plus, à mon avis. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que lui à convaincre. Ludovic a un autre chef au-dessus de Claude Dupuis. C'est ce monsieur qui vient inspecter le chantier, Daniel Bureau. Et avec lui, c'est pas gagné. Il estime que Ludovic a encore des progrès à faire. Quel point il faut encore qu'il travaille, M. Péricot? Les relations avec les gens, je pense. Et puis... Les clients, vous voulez dire? Oui. Parce qu'il est un peu sec des moments, donc... Bon, ça se fait à la longue. Et sur le plan... Puis techniquement, il a des choses à apprendre encore. Ça risque de faire des étincelles, parce que Ludovic n'a pas sa langue dans sa poche et il s'estime victime d'une injustice. L'échelon qu'il réclame cette année, il considère qu'il devrait déjà l'avoir depuis longtemps. Pourquoi vous l'êtes pas déjà, alors? J'en sais rien. La tête, peut-être qu'il plaît pas. Votre tête ne plaît pas? Pardon? Votre tête ne plaît pas? Peut-être. Vous plaisantez? Non, ça arrive. Non, vous croyez pas? Mais j'en sais rien, moi, je ne sais pas. Ça peut arriver, hein. Vous avez ce sentiment? Ou alors ils estiment que je suis pas qualifié, que je suis pas assez qualifié. Mais alors il faudrait qu'ils viennent voir sur le terrain. Ou alors c'est la tête du client, quoi. Il est en colère. Mais ce jeune père de famille ne veut pas prendre le risque de lâcher son job. Et si ça n'arrive pas cette année, vous faites quoi? Je sais pas. Je vous dirais bien, je partirai. Mais maintenant que j'ai une fille, je peux pas. Vous pourriez trouver du boulot ailleurs. Ouais, mais le problème, c'est que si j'en trouve pas, je fais comment pour la nourrir? Saura-t-il, lors de son entretien, se faire entendre sans dépasser les bornes? Le jour J, il interrompt spécialement son chantier. Il a la pression. Il s'agit pour lui d'être enfin reconnu à sa juste valeur. Ça va? Ça va, oui. Vous vous sentez bien? L'entretien? Ouais. Bah, pourquoi? Ouais. Vous êtes calme? Parce que vous me disiez, moi, des fois, mon problème, c'est que je suis un peu impulsif. Ouais, là, des fois. C'est vrai. Vous êtes calme? Ouais, ça va, je suis assez calme. Faut pas... On verra bien comment ça va se dérouler. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal. C'est Patrick Dumain qui le reçoit. Vas-y, rentre, assieds-toi. Il connaît le tempérament parfois abrupt de Ludovic. Il l'a même noté sur sa fiche comme un problème dans ses relations avec les clients. Ce qui était un échec, c'était un petit peu le dialogue client un peu trop brut de décoffrage avec le client. Et Daniel nous donnait comme exemple Hyper-U. Ah bon? Voilà. Ah, Hyper-U, ça s'est bien passé pourtant. Je sais pas, bon, Daniel a dit ça. Le client, c'est quand même lui qui nous paye. Donc, Monsieur Jacquio a été très content de moi, d'ailleurs, il me l'a dit. Hein. Jacquio, ouais, le directeur du Hyper-U. Ouais. Malgré ça, une bonne surprise attend Ludovic. Ses chefs ont passé au crible ses compétences avec cette grille d'évaluation. Il a une majorité de croix dans les bonnes cases. Donc là, tu es même un petit peu plus capacité à définir les moyens d'exécution, outillage et matériel. On est d'accord avec cette position-là? Ouais. Ils se sont finalement rendus compte qu'il était largement au niveau pour avancer et prendre des petites responsabilités. Donc on a dit quand même, il y a un plus qu'il faut pousser. Est-ce que tu en as envie? Oui. Ouais. Je veux bien, mais il faut que ça marche aussi dans les deux sens. Ouais, je vois à quoi tu me fais. Ouais, voilà. Impeccable. Très bien. Ludovic est content. Merci. Il pense qu'il tient sa promotion. Salut Ludo. Salut, bonne journée. Au revoir. Mais avant de se réjouir totalement, il attend de voir combien d'argent on lui donne. C'est un peu pour la carotte, un peu pour faire avancer l'âne, quoi. S'il n'y a pas quelque chose au bout, j'avance pas. Et c'est normal. C'est normal. Parce que sinon, ça marche que dans un sens. Si vous n'avez pas l'augmentation, vous ne prenez pas la responsabilité. Bon. Voilà, c'est clair. J'en prendrai pas. Ou je resterai au niveau où je suis, quoi. Les dés sont jetés. Il n'a plus qu'à patienter pour connaître le résultat.
Voilà, je vous remercie tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et que la fête commence. Bonne soirée à tous. Ce sont les fêtes. Comme chaque année, le comité d'entreprise organise une soirée de Noël. Le PDG, Daniel Marie, met la main à la pâte pour que l'ambiance monte. C'est la trêve, même pour les salaires. On va essayer d'oublier ce soir. En tout cas, ce soir, ils ont l'air contents, là. Hein? On va essayer d'oublier. Parce que peut-être que ceux qui ne sont pas venus, ils ne sont pas contents de leur salaire. Ceux qui sont venus, ils sont contents. Il y en a combien qui ne sont pas venus? 50%. Ah ouais. C'est beaucoup, hein? Ah, c'est pas électrique, couillon. Le patron a fait venir des artistes de music hall de Bordeaux. Gendarmerie nationale. C'est bien fait pour ta gueule. T'avais qu'à bien travailler à l'école, non? Et il y a un grand dîner. L'heure est à la rigolade. Pour le PDG et son adjoint, Patrick Dumain. Pour Valérie Claus aussi, qui se console de ne pas passer cadre. Les flèches, j'ai pas vu. Ouais, j'espère de l'argent maintenant. Maintenant, j'espère de l'argent, ouais. Je sais pas combien, mais bon, on verra. On verra, les fêtes de Noël vont passer, peut-être que le Père Noël va descendre. David Bocquier est là également. L'incertitude plane toujours sur ce qu'il va avoir. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. La meilleure va faire de l'argent. On va voir s'il peut en trouver. Je vois que tout le monde a le rythme dans l'info et pour le souvenir, c'est excellent, ça. Je sais là, live is... On s'amuse avant le retour des choses sérieuses. Quels salariés seront augmentés et selon quels critères? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Autre sujet tabou dans l'entreprise, y a-t-il une discrimination envers les femmes enceintes et les jeunes mamans? Vous découvrirez aussi la nouvelle tendance des crèches d'entreprise. Est-ce vraiment la solution idéale? C'est la nouvelle maladie du travail dans les usines et dans les bureaux, 30 000 cas chaque année. Révélation sur un sujet tabou. Les vacances de Noël paraissent déjà loin. Nous sommes à la mi-janvier et Daniel Marie met aujourd'hui sa touche finale aux augmentations. Patrick Dumain lui présente ce qu'il compte faire pour son service, dont font partie Ludovic et David. La quasi-totalité des gens m'ont demandé, enfin vous les verrez sur les entretiens quand vous les reprendrez, m'ont demandé des augmentations. Mais selon lui, 1 sur 2 seulement en mérite une. Et il y a de la casse. Voilà, alors reste des gens qui ont demandé, qui n'auront pas. Je pense à... Aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur de sa mission. Pas un centime pour lui. Ludovic Perrucco est-il plus gâté? Ludovic Perrucco, donc moi je propose qu'il passe au poste... donc il est 170. Il est coefficient 170. Niveau 1 P2. Voilà. Et je propose qu'il passe au... Niveau 2 P1. Voilà. Il fait une augmentation de 83 €. Il est promu et empoche l'augmentation qui va avec. J'aurais bien donné un peu plus à Ludovic. Et comme son chef le trouve motivé, il va jusqu'à 100 €. Si par hasard mes collègues n'utilisaient pas tout. Enfin, David Bocquier. Comment vont-ils gérer le cas David Bocquier et les 380 € qu'il demande? Que je propose de passer au coefficient 755 suivant cette grille. Et je vous propose une augmentation de 200 €. D'accord. Je sais pas si de toute façon c'est faisable comme ça. Il faut peut-être que ça passe partout. Peut-être un peu poussé par la présence de notre caméra, Daniel Marie va jusqu'à 250 €. Sans pour autant s'aligner sur le tarif de la convention collective. Il demandait plus que ça encore, lui. Il demandait donc un coefficient de la convention collective équipement électrique qui correspondait à... Ouais. Plus que ça, quoi. Oui. Mais on s'est expliqué avec David sur ce qu'on attendait de lui pour obtenir ce niveau qu'il revendique.
Aujourd'hui, il y a une règle dans l'entreprise, c'est que on progresse avec des marches et qu'on avance progressivement. Maintenant, la convention collective, c'est une chose. Les règles d'évolution dans l'entreprise, c'en est une autre. En résumé, il a coupé la poire en deux. Cette somme va-t-elle suffire à David? C'est son chef, Patrick Dumain, qui lui annonce. Donc, on vient de boucler la restitution des entretiens individuels avec M. Marie. En ce qui concerne la rémunération, donc on change de niveau, on passe au COEF 755 à compter du 1er janvier. D'accord, un salaire mensuel de 2100 €. Ce qui fait une augmentation de 250 € par rapport à l'année dernière. Voilà. Ok. Le reste, ça te convient? Ça ne correspond pas tout à fait à ce que j'avais demandé. Ça ne correspond pas effectivement tout à fait à ce que tu avais demandé. C'est, on va dire, l'étape intermédiaire. Je t'avais donné la référence, donc bon. En bon négociateur, David Bocquier prend l'air déçu. Voilà. Mais avec cette belle augmentation de 13%, il est en fait plutôt content. À demain. À demain. Demain matin, je suis pas là. L'argument de la convention collective a été efficace, malgré tout. L'argument a permis quand même de faire un levier, quoi. C'est bien joué. Maintenant, je pense que j'aurais pas démérité d'avoir la totalité non plus, mais bon, peut-être pas non plus. Rester raisonnable. Pendant ce temps, Ludovic Perrucco attend d'être fixé sur son sort. Allez Ludo, c'est bon. Tu viens? C'est bon. L'augmentation que lui a fait miroiter son chef sera-t-elle à la hauteur de ses espérances? Assieds-toi. Tiens, je te remets ta fiche d'entretien individuel. Monsieur Marie a accepté de passer de niveau 1 à niveau 2. Ouais. De changement de coef, donc. Donc, tu avais déjà changé de coef l'année dernière. Ouais. Tu es passé à 170. Là, tu passes au coef 185. Avec un salaire brut mensuel de 1350 €, ce qui te fait un plus 100 € sur ta fiche de paye. Il prend 100 €, 8% d'augmentation, et pourtant, il a le masque. Prendre ton autonomie. D'accord. Ça marche? Bonne soirée. Salut Ludo. À demain. Il ne voudra pas nous le dire tout de suite, mais à ses yeux, ça ne comble pas le retard qu'il estime avoir accumulé ces dernières années. Et Valérie, comment va-t-elle un mois après que le PDG lui ait refusé de passer cadre? Je vais plutôt de l'avant, donc il faut que ça se passe, c'est passé. Donc maintenant, c'est plutôt à moi de mettre les moyens, quoi. Elle va maintenant prendre connaissance du montant de son augmentation. Vous espérez combien? Bon allez, 150 €, ça serait bien. C'est vrai? Vous pensez à ça? Faut toujours demander plus pour avoir moins. Ouais, 150 €, ouais. Mais bon... Non, ça m'étonnerait. Je viens vous voir là, c'est bon ou pas? Alors, est-elle loin du compte? Ouais, tout de suite. C'est Daniel Marie qui va lui annoncer la nouvelle. Il commence par lui lire ce qui ressemble à un bulletin scolaire, ses objectifs pour l'année, dans un style très manuel du management. Bon, moi j'ai noté, j'encourage Valérie à progresser dans cette voie pour obtenir sa promotion cadre. Fédérer, animer, entraîner, innover, créer sont les axes à explorer. Le chemin est bien avancé, mais il reste encore quelques paliers à gravir. Je suis en attente. D'accord. Elle promet de faire des efforts, et pour la motiver, voilà ce qu'il lui donne. Pour vous encourager à continuer et par rapport aux efforts qui ont été faits cette année. Je vais vous passer donc dans la dernière position étam, à savoir la position 6 au coefficient 755. Ça fait 2094. Voilà. Et si vous voulez, même je suis prêt à arrondir à 2100. Bon. On fait comme ça? Ouais, je suis d'accord. Voilà. Allez. Bonne journée Valérie. 150 €, c'est un plus de 8%, la somme qu'elle n'osait espérer. À la cafette, Daniel Marie rejoint comme souvent un petit groupe de salariés. Ce jour-là... Bon appétit. Oui, merci, on a fini. Valérie en fait partie.
C'est bon, il faut travailler. Son mari Jérôme arrive aussi. Tiens Jérôme. Ouais, bon appétit. Il ignore encore ce que sa femme a obtenu. Hein? Ça va? C'est une bonne nouvelle. Ah bon, c'est vrai? Plus que ce qu'on dit? Oui. Oh là là, alors, c'est une bonne nouvelle. J'ai donné à Valérie. Tu peux y aller parce qu'il est... J'ai donné à Valérie la dernière position des tables. D'accord. 150 €. 150 € d'augmentation. Ce mari, je peux pas la bise, mais le cœur y est. C'est moi, j'ai rien donné à Jérôme. Exactement, ça je suis bien d'accord. Moi, j'ai rien donné à Jérôme. Et le patron, dans tout ça, va-t-il être augmenté? À elle de faire le sien. Retour au coin du feu chez lui. Daniel Marie, qui n'a pas été augmenté depuis 4 ans, gagne 5 250 € bruts par mois. Madame pense que ça pourrait être un peu mieux. C'est vrai que pour le temps passé, jusqu'au samedi midi, les heures passées, de 7h le matin jusqu'à 20h, 20h30, et les réunions et tout ça, c'est vrai que, bon, je pense qu'il y a des PDG qui sont mieux payés que ça, on va dire. Vous trouveriez normal qu'il ait des salaires un peu plus importants? Normal, je ne sais pas si c'est normal, mais ce serait quoi, légitime. Oui, ce serait légitime. Cette année, il veut 300 € de plus. Vous allez voir que pour lui, ça se décide de manière assez originale. Nous sommes le 29 janvier. Comme tous les jours, le PDG arrive dans sa belle voiture de fonction. Pour son augmentation, c'est aujourd'hui que ça se passe. Mais attention, pour le PDG, il n'y a pas d'entretien. Comme dans toutes les entreprises, c'est le conseil d'administration qui décide de sa rémunération. Mais rappelez-vous, dans cette société coopérative, les administrateurs sont des salariés élus par leurs collègues. Et comble de l'ironie, Valérie Claus en personne va décider avec les autres de l'augmentation de son patron. Je vous annonce que vous allez débattre entre vous sur la rémunération du PDG. Donc pour ce faire, je vous laisserai débattre tout seul. Pudiquement, Daniel Marie se retire pour les laisser discuter. Bon, je laisse la présidence aux plus anciens. Et il n'y aura aucun débat. Certes, les résultats de l'entreprise plaident pour une augmentation du patron. Mais comment ces salariés pourraient-ils, devant notre caméra en plus, lui refuser un aimable coup de pouce? Tout le monde est au garde à vous. Moi, par rapport à sa fonction et par rapport aux décisions qu'il a prises, j'estime que ça nous a amené là où ça nous a amené. Donc moi, je suis complètement d'accord. Je ne vois pas à quelle alternative d'autre on pourrait faire que récompenser toutes ces années de travail qu'il a amenées et toute cette évolution qu'il a pu apporter à notre coopérative. C'est un petit peu lui qui est celui qui est devant et qui nous tire un petit peu et qui nous motive à progresser et que je pense que c'est une digne récompense. Bon, si je suis d'accord, ouais. Pas de problème. Franck, oui, il faut. Ok. On est bien. C'est qu'il y a de la matière grise. L'augmentation du patron est votée à l'unanimité. On vous prévoit une rémunération supplémentaire mensuelle de 300 € mensuel. Voilà. Et sur la fonction de présidence. Sur la fonction de président directeur. Ah ben écoutez, moi je vous remercie beaucoup. Merci de votre confiance. J'espère que j'essaierai d'en être encore digne. Et Daniel Marie fait partie des 50% de salariés d'Avenir Électrique de Limoges qui ont décroché cette année une augmentation individuelle. Alors il y a une question qui concerne beaucoup de gens qui nous regardent ce soir. Quels sont les conseils qu'on peut donner pour décrocher une augmentation de salaire ? Bonsoir Daniel Porot. Bonsoir monsieur. Vous êtes l'homme de la situation, vous conseillez chaque année des milliers de salariés. Alors lorsqu'on veut une augmentation, est-ce qu'il faut s'y prendre des mois avant les entretiens de fin d'année pour commencer à en parler à son chef de service ou à son patron ? Il faut certainement s'y prendre très à l'avance. Il faut s'y prendre le 1er janvier, du 1er janvier au 31 décembre. Ah bon ? Il faut accumuler des preuves, enregistrer les choses que l'on fait, les initiatives que l'on prend, les résultats qu'on atteint. Enfin, on peut quand même considérer qu'on peut avoir confiance en son patron, enfin qu'il lui-même remarquera le travail que vous faites, le travail de qualité. Moyennement. C'est toujours ce qu'on pense. Ce qui est évident pour vous, c'est pas évident pour les autres.
Le fait que je reste un soir jusqu'à 8h du soir, si mon patron est parti à 6h, il ne sait pas que je vais rester jusqu'à 8h. Donc il y a des tas de choses que l'on fait, on est persuadé que c'est su, ce n'est pas nécessairement su. Alors, lors des entretiens, est-ce qu'il faut demander une augmentation ou attendre que son patron en parle ? En négociation, la règle, c'est comme dans les bons westerns, les vieux westerns des années 50, le premier qui bouge meurt. Dans le duel final, c'est le premier qui bouge et l'autre tire plus rapidement. Donc il faut attendre. Il faut attendre, il ne faut pas parler. Il ne faut rien dire. Et si le chef n'en parle pas ? En termes de chiffres, il vous a fait venir, donc il veut en parler. Alors s'il est malin, il va vous faire parler. Et si vous êtes malin, vous allez sourire, vous allez lui montrer des preuves. Et puis étaler ça sur le bureau. Voilà, moi je suis ravi, voilà tout ce que j'ai fait faire cette année. Et maintenant je vous écoute. Et surtout, pas tendre des glaives pour se faire poignarder, comme on le voit aussi dans le film. Comme Valérie qui avoue un échec avant même que le patron ait critiqué son travail. Il ne le savait même pas. On voit que Valérie, dans son entretien, a oublié de demander de l'argent, une augmentation. Est-ce que ça peut être payant de ne pas demander ? C'est très astucieux, mais elle ne l'a pas fait. Je pense pas qu'elle... Non, mais c'est très très astucieux de ne pas aborder le sujet. Donc, en même temps, si je suis le patron, je me dis, très bien, la personne n'a rien demandé, je ne vais rien lui donner. À ce moment-là, je retourne. Il sera toujours temps pour retourner, de dire, bon, alors maintenant, qu'en est-il ? D'accord. Et puis je vous fais confiance, et surtout de dire à son chef ou à son boss, si vous me demandez, vous êtes mon boss, vous me dites quelle augmentation souhaitez-vous, je dis, écoutez, moi je vous ai présenté tout ce que j'ai fait cette année, voilà, on peut le chiffrer. Ensuite, je vous fais confiance. Je suis un bon élément. Je pense que vous souhaitez me garder. Faites-moi une proposition. Je vous écoute. D'accord. Est-ce qu'il faut demander plus pour obtenir ce que l'on souhaite ? Moi, je pense qu'il faut partir, si on doit citer un chiffre, si je vise 100, il faut que je parte environ à 140, 160. D'accord, entre 40 et 60% de plus. Et ensuite, on va faire ça s'appelle du yo-yo dans le jargon, et on fait du yo-yo pour redescendre vers mes 100. D'accord, en fait, c'est une négociation de marchand de tapis, un peu. Oui, mais on parle toujours des marchands, il y a aussi des acheteurs de tapis de l'autre côté du tapis. Ce que vous voulez dire, ça veut dire qu'ils sont deux. Ils sont deux à se battre. Il y a une question qu'on se pose souvent quand on essaye d'obtenir une augmentation de salaire, c'est est-ce qu'il faut, par exemple, soulever ses propres problèmes personnels, ses besoins d'argent, par exemple dire, écoutez, voilà, je viens d'avoir un enfant, donc j'ai besoin d'une augmentation. C'est pas mal, mais en deuxième plan. Donc premier plan, contribution, valorisation. Et puis si ça marche pas, plan de repli, en disant, écoutez, de toute façon, je vais être très franc avec vous. Avec mon épouse, on passe pas. On ne passe pas. Il nous manque chaque mois 250 €. Mais en même temps, ça ne regarde pas l'entreprise, ça. Ça ne la regarde pas, mais à ce moment-là, l'entreprise peut penser, s'il ne passe pas, elle va peut-être aller chercher ailleurs. Et si c'est un bon élément, j'ai envie de la garder. D'accord, donc il faut que la personne soit sûre d'elle en termes de qualité de travail. Finalement, quand votre patron vous reçoit, est-ce qu'il n'a pas déjà un chiffre en tête ? À mon avis, les jeux sont faits. Alors, ça sert à quoi l'entretien si il a déjà un chiffre en tête et que les jeux sont faits ? Eh bien, on peut essayer de le faire évoluer. Et ça arrive souvent, ça ? Moi, je pense que ça arrive dans la mesure où on sort au cours de l'entretien des arguments béton. Alors, il y a une chose qui m'a beaucoup étonné là, peut-être qu'ils l'ont fait, mais ils vont tous en négociation sans filet de secours. Enfin, ils peuvent très bien. Il y en a un qui dit, d'ailleurs, j'irai voir peut-être ailleurs. Si vraiment on veut négocier fort avec une entreprise, ce qui est très important, c'est d'avoir des biscuits, d'aller flirter à l'extérieur, d'avoir éventuellement une ou deux possibilités, de revenir à l'entretien, de ne pas en faire état, mais on va se sentir beaucoup plus à l'aise, fort, détaché, et on va discuter d'égal à égal. Alors il faut savoir qu'en moyenne, 9 entreprises sur 10 pratiquent les augmentations individuelles, et en 2004, 8 cadres sur 10 ont eu une augmentation de 3,4% en moyenne, et 2 non-cadres sur 3 ont eu une augmentation de 2,7% en moyenne. Alors, si vous n'avez pas eu d'augmentation, que vous avez eu de bons résultats et que l'entreprise marche bien, est-ce que c'est un message ? Si vous l'avez 2 fois, ça devient un message. Si vous l'avez 3 fois, 2 années de suite. Oui, sinon c'est un message très lourd. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je pense qu'il faut aller voir ailleurs. Avant d'aller voir ailleurs, c'est de s'asseoir et dire, écoutez, vous ne m'avez pas donné d'augmentation, j'aimerais savoir ce que je dois faire pour en avoir. Et puis de nouveau prendre un crayon et puis noter les recommandations. Et si on vous dit non, écoutez, ça va, on n'est pas mécontent de ce que vous faites, et si c'est des réponses évasives, il faut commencer à regarder ailleurs. Et si on n'a pas d'augmentation, est-ce qu'on peut négocier autre chose ? Alors, si on n'a pas d'augmentation, bien sûr, on peut négocier autre chose. Alors c'est par exemple, on va prendre un exemple que j'ai vu récemment, c'est une personne qui a dit donnez-moi une demi-journée par semaine pour pouvoir la consacrer à ma famille. Et tout en maintenant sa rémunération. En maintenant la rémunération. Deuxième chose, c'est de me faire offrir une formation qui m'intéresse beaucoup et qui va peut-être enrichir mon job. D'accord. Troisième chose, ça peut être des congés non payés. Ça peut être aussi des produits que vous fabriquez, que je vais acheter
qui représente beaucoup pour moi. D'accord. Et puis, il y a les primes. Et de plus en plus d'entreprises accordent des primes ou des bonus. Ce n'est pas une augmentation définitive, c'est ponctuel. 40% des salariés ont eu des primes ou des bonus en 2004. Ces primes ont représenté en moyenne 5% du salaire annuel pour les non-cadres et 14% pour les cadres. Finalement, les primes, c'est un bon compromis. C'est une très bonne formule parce que ça crée pas ça ne pérennise pas la situation. C'est pas définitif. Non. Et à mon avis, c'est quand même la formule beaucoup plus souple de demain. Alors, on a vu comment se négocient les salaires et comment se prend la décision des augmentations. Dans ce domaine, il y a un sujet tabou dont on ne parle que trop rarement. C'est l'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes. En moyenne, il faut savoir que les femmes gagnent 20% de moins que les hommes. Mais quand les femmes ont des enfants ou qu'elles sont enceintes, ça peut aller encore beaucoup plus loin. Dans certains cas, c'est leur carrière qui peut être compromise et c'est ce qu'on appelle de la discrimination. Alors même si c'est un délit passible de 2 ans de prison, certains patrons n'hésitent pas à braver la loi au nom de leurs préjugés. Enquête sur un sujet tabou, c'est un reportage de Laurent Lesage, Dominique Lecomte, Yves Ménil et Yvan de Melandre. Elles sont directrices financières, patronnes d'usines ou présidentes de multinationales. Elles viennent du monde entier. Ce vendredi 8 octobre, 600 femmes d'affaires parmi les plus puissantes de la planète sont réunies à Genève. La salle est comble dans cet immense auditorium, car celle qui fait l'événement cet après-midi, c'est cette femme au tailleur bleu. 44 ans, un faux air de Jackie Kennedy, Daniela Riccardi est italienne, c'est la vice-présidente de Procter & Gamble, le géant américain de la lessive et des cosmétiques. Ici, Daniela Riccardi fait figure de modèle, car aux yeux de toutes ces femmes, elle est capable de réussir sur tous les tableaux. Bref, la femme idéale. I'm Italian, I work in an American corporation, I'm married to a Colombian, my kids are born, one in Bogota, Colombia, one in Mexico City, and I've lived in Brussels, Colombia, Bogota, Mexico City, Caracas. Après avoir listé tous les pays du monde où elle a posé ses valises, elle sort ensuite ses photos de famille. Son mariage, ses enfants. Car pour elle, être une épouse, mais surtout une mère de famille, ça ne l'empêche pas de faire carrière. Mes enfants, ils sont habitués, donc tout le temps, ils se sont habitués à vivre dans des pays différents. Pour eux, la vie, c'est comme ça. Les enfants, elles en ont presque toutes, ou elles en auront bientôt, comme cette jeune Anglaise enceinte de 6 mois. Pour ces femmes d'affaires, la maternité n'est pas un frein pour réussir sa vie professionnelle, loin de là. À les entendre, il suffit simplement de savoir s'organiser. Ça, c'est mon email online, 24 heures sur 24. Alors, je peux faire mon email ici, même si je suis en fête d'anniversaire d'enfant ou si je suis ici. Et mon travail, c'est toujours fait sur les 24 heures. Et même quand elles viennent d'avoir un bébé, pas de problème. Ici, tout est permis. À l'arrière-salle de l'auditorium, cette chef d'entreprise est venue à la conférence avec son nouveau-né. À première vue, avoir un enfant et faire carrière, ça semble donc facile. Mais lorsque l'on quitte les grands palaces de Genève, la réalité est tout autre. Pour l'immense majorité des femmes qui veulent un enfant, la vie professionnelle peut devenir un cauchemar. À 1000 km de là, une file interminable. Pas pour une séance de cinéma, mais pour trouver un job. Nous sommes au pied de la Tour Eiffel à Paris. Sous cet immense chapiteau, un recrutement massif. Les plus grandes entreprises de France ont envoyé leurs recruteurs. L'événement attire 40 000 candidats. La moitié sont des femmes. Et pour elles, ça peut vite devenir un handicap. C'est très dense comme CV, hein ? J'ai essayé de tout mettre sur une page qui n'est pas simple. Comme j'ai 10 ans d'expérience, au bout d'un moment, ça remplit. C'est celui que j'ai... Car dès qu'une femme se présente, les recruteurs n'ont qu'une question en tête. Me permettrait... La seule crainte que peut avoir un consultant, et je suis filmé quand je dis ça et c'est dommage, mais c'est la peur que cette personne parte en congé maternité. Sérieusement ? Bien sûr.
effectivement, le chef d'entreprise a le droit de se poser la question et de se dire est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je ne vais pas me retrouver dans 2 ou 3 ou 4 mois ou 6 mois avec personne? La maternité, c'est donc la hantise des recruteurs. Mais aucun ici n'ose aborder ouvertement la question avec les candidates, car c'est illégal. Selon la loi, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son sexe ou de sa situation de famille. Alors la loi est-elle vraiment respectée? Quels moyens certaines entreprises utilisent-elles pour écarter les femmes qui veulent avoir des enfants? Dix jours plus tard, nous voici dans la banlieue lyonnaise au siège d'une entreprise de recrutement. À sa tête, les 2 jeunes patrons que nous avons rencontrés au pied de la Tour Eiffel. Je pense que c'est un profil manager. Cyril Capel et Lionel Desor ont monté leur boîte en 2001. Chaque année, ils reçoivent plusieurs centaines de femmes en entretien. Je vais la donner tout de suite, on va l'appeler, on va prendre rendez-vous. Ce jour-là, ils ont justement rendez-vous avec une jeune femme qui postule pour un job de commercial. Celle qui va se charger de l'entretien, la voici, c'est Gersandre. J'ai du travail, elle va pas y rester longtemps. Non, mais je vais regarder ça tout de suite. Dans le bureau d'à côté, voici la fameuse candidate. Céline a 32 ans. Cela fait maintenant 2 mois qu'elle cherche un job, mais elle a un point faible. Regardez son CV. C'est une femme mariée, avec un enfant. Elle n'a plus travaillé depuis 2002 pour se consacrer à sa famille. 2 années sabbatiques pour élever son fils. Aujourd'hui, ce qu'elle redoute, c'est que les recruteurs se focalisent sur sa vie privée. Je m'attends surtout à des questions du genre à quand le deuxième, davantage ce genre de choses. Ouais. Vous avez envie d'un deuxième? Oui, mais pas tout de suite. C'est légitime qu'une entreprise se pose la question. Mais faut savoir aussi ce qu'on veut. On ne peut pas éliminer et mettre sur le carreau toutes les femmes de 30 ans qui ont un seul enfant sous prétexte qu'elles vont en faire un deuxième. Bonjour. Bonjour. Gersandre Fesneau. C'est parti pour 1 heure d'entretien. Enchantée. Bonjour. C'est Colin. Céline Schiffer. Oui, tout à fait. À première vue, rien d'anormal. Gersandre et son collègue semblent uniquement vouloir tester les compétences professionnelles de Céline. C'est pourquoi je vais vous demander d'être la plus transparente possible. Céline veut absolument le poste. Alors immédiatement devant les recruteurs, elle met en avant ses points forts. Oui, écoutez, ma formation était assez linéaire puisque j'ai fait l'essentiel de ma formation donc, en économie. Mais ce que craignait la candidate ne va pas tarder à arriver. Au bout d'un quart d'heure, elle doit expliquer pourquoi elle ne travaille plus depuis 2 ans. Et j'ai quitté Paris. Nous avons quitté Paris puisque mon mari avait également un poste sur Paris. D'accord. À l'heure actuelle, depuis 2002, vous êtes en recherche d'emploi? Comment ça se passe? Non, il s'est passé un enfant. D'accord. Céline est dans l'embarras et Gersandre a bien l'intention de la faire parler. Objectif, savoir si la candidate veut un deuxième enfant. Mais elle le sait, la loi lui interdit de poser directement la question, alors regardez comment elle va s'y prendre. D'accord. Dans 5 ans, où est-ce que vous vous projetez? Je me verrais bien dans un poste soit d'encadrement. Pas question d'évoquer sa vie privée. Céline se contente de parler de ses ambitions professionnelles. La stratégie des recruteurs a échoué cette fois-ci, mais la plupart du temps, elle est payante. À ce type de questions très ouvertes, du genre comment vous voyez votre vie dans 5 ans? Quel est votre projet professionnel? Il y a un certain nombre de candidats qui doivent justement évoquer des éléments de vie privée. Enfant, pas enfant ou... Ça arrive, oui. Ça arrive en entretien. Donc ça, vous répercutez au client? Non, on émet des hypothèses. Mais derrière, on va le répercuter au client. Céline a le sourire. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir. Elle s'en est bien sortie. Grâce à cet entretien, elle sera embauchée par une grande compagnie d'assurance 2 mois plus tard. Il faut dire qu'elle a eu de la chance. Ses recruteurs sont restés discrets sur sa vie privée. Mais il y en a d'autres qui ne s'embarrassent pas avec ces précautions, quitte à bafouer la loi. Pour s'en rendre compte, nous avons filmé un entretien d'embauche en caméra cachée. L'une de nos journalistes a répondu à une offre d'emploi publiée dans la presse. Ce matin-là, elle se rend dans une PME qui cherche une commerciale confirmée. Bonjour, vous êtes Monsieur Florence? Exactement. Bonjour. Merci. Ah bah c'est parfait. D'abord, le patron lui demande de remplir un questionnaire pour tout connaître de sa vie privée.
Très vite, il va découvrir qu'elle est célibataire, sans enfant, âgée de 30 ans. Je viens vos petits papiers. Alors, je vous ai amené plusieurs papiers, voilà le questionnaire, et puis je vous avais amené un CV. Mais ce n'est pas son CV qui l'intéresse dans un premier temps. Il attaque d'abord l'entretien sur sa situation familiale. Vous pensez avoir des, puisque vous n'en avez pas, vous pensez avoir des enfants dans combien de temps à peu près je sais pas, j'ai pas d'échéance précise. Pourquoi c'est important? Ouais, c'est important parce que si vous faites des enfants, vous vous absentez. Si vous vous absentez, ça pose forcément un problème. Alors bon, plus c'est loin, moins ça en pose. Plus c'est près, plus ça en pose rapidement. Le recruteur ne s'embarrasse pas. Pas question de recruter une femme qui risque de se retrouver enceinte, quelles que soient ses compétences professionnelles. Je suis un peu surprise que ce soit. C'est assez indiscret, mais cela dit, si vous voulez, si on a des gens qui pourraient me dire, écoutez, moi je peux me faire un enfant dans 6 mois, ou même carrément je suis enceinte. Écoutez, faites vos enfants et puis revenez après, ce sera mieux. Et finalement, vous avez le droit aussi de poser des questions comme ça sur les enfants, sur le loyer et tout ça? Je vais vous dire un truc, c'est après, comme tout en France, on a le droit absolument de tout faire. La seule chose, c'est que vous allez ne pas répondre. Et donc, je ne vais pas recevoir. Ce patron n'est évidemment pas dans son droit. Ce qu'il fait est illégal. C'est de la discrimination. Pour ce délit, en théorie, il risque 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. En théorie seulement. Car encore faut-il apporter des preuves. Et à ce jour, aucun employeur n'a été condamné pour ce type de discrimination. Si certains patrons vont jusqu'à basculer dans l'illégalité, c'est parce qu'un congé maternité peut coûter très cher à l'entreprise. Pendant 4 mois, la salariée est payée par la sécurité sociale, plafond maximum 66 € par jour. Pour le reste de son salaire, c'est l'entreprise qui paie. Ça coûte cher donc, mais certains patrons ont en plus un préjugé en tête. Là, on a quelqu'un qui vient de rentrer de congé maternité en septembre. C'est quelqu'un qui faisait, je vous parle en France, 150, 160, 170 milliers de francs de marge. Elle est descendue à 13-14 000. Alors, en marge. À 80 000, elle a perdu 50 mois. Pour les femmes, le retour de congé maternité après 4 mois d'absence, c'est parfois une épreuve. La plupart d'entre elles ont été remplacées en leur absence. Lorsqu'elles reprennent leur job, leur fauteuil est souvent occupé. Mais en principe, c'est temporaire et la loi les protège. Les femmes doivent retrouver leur emploi précédent ou un emploi similaire et une rémunération au moins équivalente. Alors tous les employeurs respectent-ils la loi à la lettre ? Nous sommes dans l'ouest parisien et nous avons rencontré une jeune maman qui habite un quartier chic. Ça, c'est à moi. Il y a encore 1 an, Aurélie, 30 ans, était une responsable marketing dans l'industrie musicale. Ils sont, à mon avis, ouais. Elle gagnait 5 000 € par mois lorsqu'elle est partie en congé maternité avant de mettre au monde son 2e enfant, la petite Sibylle. Vite, vite. La loco est tombée, appelle les pompiers. C'est à ce moment-là qu'au bureau, tout a changé pour elle. Mais non, à partir du moment où on a 2 enfants, ça veut dire qu'on n'évolue plus professionnellement, ça veut dire qu'on ne parle plus compétences, enthousiasme, mais on ne parle plus que disponibilité. Allez, et à son retour dans l'entreprise, après 4 mois d'absence, son travail n'était plus le même. Je rendais compte au directeur général, là il fallait que je rende compte au directeur général adjoint. J'avais une équipe de 6 personnes, je me retrouvais à gérer plus personne. Donc moi je prenais vraiment ça comme une sanction. Et donc j'ai demandé quelques explications et la réponse, mais pour toi tu ne te rends pas compte, c'est une opportunité de pouvoir t'occuper de tes enfants et de travailler. Alors là, c'était je pense la goutte d'eau qui a fait un peu déborder le vase. Certes, son salaire était maintenu, mais son remplaçant était devenu son chef. Il s'agit là d'une rétrogradation, c'est illégal. Alors nous avons interrogé son employeur. Je vous appelais précisément pour le cas d'Aurélie. On m'a dit qu'elle a été rétrogradée à son retour de congé maternité. Je voulais savoir ce que vous pourriez... C'est pareil, mais pas de commentaire. Pourquoi pas de commentaire ? Mais non, pas de commentaire. Pas de commentaire, merci. Il n'est pas très bavard. Aurélie aurait pu le poursuivre devant les tribunaux. Mais elle ne souhaitait pas se lancer dans une procédure qui peut prendre des mois. J'aurais pu revenir à mon poste, apporter des preuves que mon job avait changé. Ça aurait été une guerre au jour le jour.
J'étais pas prête. Finir au prud'homme, quoi. Ça aurait pu se finir au prud'homme, absolument. J'étais pas procédurière. J'ai décidé de tourner la page et puis voilà. Aurélie a accepté un licenciement avec indemnité, 6 mois de salaire, soit 30 000 €. C'est ce que font la plupart des femmes, mises à l'écart après la grossesse. Très peu d'affaires arrivent au prud'homme. Voilà. Les justices faites aux femmes ne sont jamais rendues publiques. Alors il faut rappeler que c'est un sujet tabou, ça n'a pas été facile de réaliser cette enquête et nous tenons à remercier Jean-François Amadieu qui dirige l'Observatoire des discriminations et qui nous a aidés à faire ce reportage. Daniel Porot, vous êtes toujours avec nous sur ce plateau. Catherine Gorochoff, bonsoir. Vous nous avez rejoint. Vous êtes consultante en ressources humaines. Vous avez dirigé un cabinet de recrutement. Est-ce que des employeurs vous ont déjà demandé de ne pas recruter de femmes parce qu'elles pouvaient avoir des enfants ou parce qu'elles avaient des enfants ? Eh bien oui. La demande m'a été faite clairement ou plus implicitement, mais derrière, c'était vraiment ça. C'était je ne veux pas recruter une femme avec un enfant ou qui souhaite en avoir. Quels étaient les motifs d'après vous ? Le fait que les femmes qui ont des enfants ou qui pourraient en avoir, c'est un coût pour l'entreprise lorsqu'elles partent en congé maternité ? Est-ce que ça peut se comprendre, ça ? Bien sûr que ça peut se comprendre. Le coût est lourd à porter. Moi-même, lorsque j'ai dirigé mon cabinet, lorsque mon assistante est venue me voir en disant « Écoutez, Catherine, il faut que je vous dise, je vais m'en aller parce que je vais avoir un bébé », je lui ai dit « Bravo, chic !» Et en même temps, est tout de suite arrivé le fait, eh bien maintenant, il va falloir que j'organise son remplacement. Bien sûr. Et en plus que ça a un coût, bien sûr. Lorsqu'un employeur vous demande de ne pas présenter de femmes pour le job qu'il propose, c'est bien évidemment illégal. Dans ces cas-là, vous suivez ces consignes ? Non, pas vraiment et jamais, je dirais. C'est-à-dire que je m'appuie d'abord sur la compétence. Peu importe qu'on soit femme, homme, avec enfant ou sans enfant. Mais en même temps, ça ne sert à rien, parce que si la personne ne veut pas de femme... Pas tant que ça. Moi, j'ai des exemples où mon client me disait « je ne veux pas de femme » pour des raisons qui pouvaient être acceptables. Et je lui ai présenté un dossier. Bien sûr, je lui ai demandé, je l'ai fait sur papier. Et à la fin, il a recruté cette jeune femme. C'est-à-dire que la candidate l'a quand même convaincue. Voilà, elle l'a convaincue sur ses compétences, son expérience, son enthousiasme, sa volonté de rejoindre l'entreprise. Et ça, c'est plutôt rare ou plutôt fréquent ? C'est plutôt rare. Comment une femme doit-elle se comporter pour éviter que ce soit un problème lors de l'entretien ? Alors d'abord, il faut qu'elle répète et qu'elle sache ce qu'elle va dire pendant l'entretien quand ce sujet sera abordé. Elle a deux attitudes. Elle peut avoir une attitude proactive, c'est-à-dire qu'elle va prendre l'initiative d'en parler, pas dans les 5 premières minutes, bien sûr. Elle le fera au bout de 20 minutes, après avoir vraiment établi et défini ce qu'elle pouvait faire pour l'entreprise. Ou bien elle va le faire de façon réactive. Elle va attendre que l'employeur lui en parle pour lui dire le petit texte qu'elle a présenté là-dessus. Et ce texte, c'est tout simplement... mon époux et moi avons des enfants ou n'avons pas d'enfants, on n'envisage pas pour l'instant, etc. On voit que parfois, des femmes de retour de congé maternité, après plusieurs semaines, se retrouvent au placard, perdent leurs fonctions qu'elles avaient avant de partir. Comment se prémunir contre ça ? Être en lien avec l'entreprise ? C'est capital, un contact par semaine, l'envoi, par exemple, je lis un magazine, je trouve un article intéressant sur un marché possible pour nos produits ou un fournisseur, une photocopie que j'envoie à mon chef ou à mon boss avec ma carte de visite, les nouvelles sont bonnes, etc. Il y a certains employeurs qui considèrent que les femmes avec enfants, lorsqu'elles reviennent dans l'entreprise, vont être moins disponibles, moins motivées, donc moins efficaces. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Ce sont des préjugés, parce que travailler avec des enfants en étant une femme suppose beaucoup d'organisation, et en fait, le temps de travail, forcément, est peut-être moins long, mais il est dense, il est très, très efficace sur la période consacrée à l'entreprise. Merci infiniment d'avoir été sur ce plateau pour nous aider un peu à comprendre ce problème et à voir quelles sont les solutions éventuelles. On a vu qu'avoir un enfant, ça peut donc poser problème dans son job. Mais au-delà de la discrimination à l'encontre des femmes, il y a une réalité pratique qui peut être compliquée quand on veut concilier carrière et vie de famille. Comment faire garder votre enfant quand on a des horaires à rallonge ? Que faire quand on ne trouve pas de place en crèche ? Eh bien, certaines entreprises croient avoir trouvé la solution. Regardez, c'est un reportage signé Véronique Blanc, Mathieu Huyou, Joël Hirschfeld et Anne Lapasserie.
Comme tous les matins, Bruno et Nathalie Lepiller partent au boulot. Avec Renan, 14 mois, ils le déposeront à la crèche. Je vais l'attacher. Petite particularité pour Renan, sa crèche se situe dans les mêmes locaux que le bureau de son papa. C'est pratique, mais il y a 1 heure de route pour y aller. C'est pas trop long pour lui? Oui, il a l'air de s'en satisfaire, il est content, il rigole. Et pour nous, ce n'est que du bonus. On a 1 heure de bonus en plus avec lui, le matin. 1 heure de bonus à jouer avec Renan. Le matin, dans cette voiture, il n'y a pas de stress. Nathalie concilie sans problème vie familiale et vie professionnelle. On ne perd pas de temps le matin à essayer de faire un détour pour déposer soit une crèche municipale, soit une nounou. On n'est pas angoissé par les horaires. Moi, mon manager me voit arriver à 8h du matin, repartir à 19h. Bien que vous ayez un enfant. Il est content. À présent, il fait jour. Nathalie descend la première pour rejoindre son travail. Au revoir, mon chéri. Un peu plus tard, c'est au tour de Bruno d'arriver avec bébé au bureau. Allez, petit bonhomme, on arrive à la crèche. Il travaille chez Areva, un grand groupe qui construit les centrales nucléaires en France. Areva est une des premières entreprises à avoir créé sa propre crèche il y a 3 ans. Il faut dire que le patron est une femme. Ils sont où vos bureaux là? On les voit d'ici? Alors mes bureaux sont juste en face dans ce bâtiment. Et puis la crèche ici, donc dans un autre bâtiment de la société. Okay. On y va? Tu appuies sur le bouton. Alors passer sa journée au boulot avec son enfant pas loin, est-ce vraiment l'idéal? Il aime bien la crèche? Ah, il adore. Hein. Là, il attend qu'une chose, c'est d'aller retrouver ses petits camarades. Comment vous le savez? Ouf. Comment je le sais? Oui. Allez, si je le pose, ça y est, il est parti. Renan, on met les chaussons. Ici, les parents paient en fonction de leurs revenus. Maximum 520 € par mois. C'est 9% moins cher qu'à la crèche municipale. Néanmoins, les règles y sont identiques. Mêmes activités, mêmes normes de sécurité, même personnel qualifié. Avec un avantage en plus pour les parents, les horaires. La crèche est ouverte de 8h15 à 19h. Ils peuvent amener ou rechercher leurs enfants quand ils veulent. Vas-y Arthur. Il est 9h, Renan attaque sa journée à la crèche. Son papa, lui, a son bureau, n'est qu'à 100 mètres de là. Vous la voyez pas d'ici la crèche? De cette fenêtre-là, non, mais de chez ma collaboratrice, oui, je vois la crèche. Ouais. Vous y allez pas? Vous y allez jamais? Non, j'évite. J'évite. Il faut vraiment faire la part des choses. C'est une chose de savoir qu'il est proche et qu'il est entre de bonnes mains. Et c'est autre chose de se poser toujours les soucis, d'aller voir tous les 5 minutes. Je n'ai pas besoin d'aller me rassurer tous les 5 minutes. Je sais qu'il est bien. Ça me permet justement de travailler plus sereinement. C'est la surprise que nous avons eue ici. Aucun des 30 salariés qui ont des enfants à la crèche ne va voir son petit, même à l'heure de la pause café. Il faut dire que ce n'est pas conseillé. C'est vrai que c'est souvent des questions qu'on nous pose en disant vous avez de la chance, vous pouvez aller voir vos enfants dans la journée. Ben non, je travaille et il n'y a pas besoin, même pour eux, qu'on vienne les voir. Je me souviens d'une fois où j'y suis allée. Et très honnêtement, ma fille n'a pas compris pourquoi je venais et pourquoi je repartais sans l'emmener avec moi. Parce que pour elle, quand j'arrive à la crèche, ça veut dire que la journée est finie, on rentre à la maison. Et apparemment, moi j'étais repartie au bureau, mais c'est vrai que pour elle, ça a été difficile et que l'heure qui a suivi, elle a été un peu grognon et un peu perturbée de me voir repartir. Alors que normalement, quand maman arrive, on rentre à la maison, la journée est finie. Pour Areva, cette crèche est un gros investissement. D'abord son coût de création, 600 000 €, auquel il faut rajouter quasi 400 000 € par an pour son fonctionnement. Mais l'entreprise en tirerait bénéfice. L'absentéisme a, paraît-il, diminué. De plus, à partir de cette année, Areva touchera de toutes nouvelles aides publiques considérables. Elles couvriront plus de la moitié des frais de fonctionnement engagés par l'entreprise. Retour à la maison, Renan et ses parents rentrent généralement vers 19h. Même si cette journée peut sembler longue pour bébé, la formule a du succès. Aujourd'hui, il y a moins d'une dizaine de crèches d'entreprise en France, mais en 2005, leur nombre devrait doubler grâce aux fameuses aides publiques.
garant de la bonne humeur. Tout au long de cette émission, on a vu certains des secrets les mieux gardés de votre entreprise, que ce soit les augmentations de salaire ou bien la discrimination à l'encontre des femmes. Ce que je vous propose maintenant de découvrir est une véritable révélation. Est-ce que vous saviez qu'une mystérieuse maladie en ce moment se répand dans les entreprises comme une épidémie ? Son nom, c'est TMS, pour troubles musculo-squelettiques. Les TMS, en réalité, c'est une maladie musculaire qui touche aussi bien les employés de bureau que les ouvriers ou les femmes de ménage. Alors pourquoi le mystère est-il entretenu autour de cette maladie ? Peut-on en guérir ? Eh bien regardez, c'est une enquête de Gilles Delbos, Franck Georgel, Joël Hirschfeld et Gilles Debray. À 30 ans, Franck attendait beaucoup de la vie. Véritable force de la nature, il aimait le foot et se croyait invincible. Vous avez joué au foot ici alors ? Oui, pendant 10 ans. Et votre plus bel exploit sur ce terrain ? J'en avais marqué 2 du milieu de terrain et 1 de la tête. Ça s'est passé de quel côté ? Ça s'est passé où ? De ce côté-là. Le sport, c'était votre truc ? Ah, très, oui. Oui, j'en faisais quand même beaucoup. Et là, vous continuez un peu ? Non, du tout. J'ai tout arrêté. Vous pouvez plus ? Non. Franck Gilbert était sportif. Sa vie est désormais celle d'un infirme. Il a les épaules complètement usées. Le foot n'y est pour rien, c'est à l'usine qu'il s'est blessé. Pendant 10 ans, il a travaillé à la chaîne, chez LDC, un industriel de la volaille. Aucun accident, mais une maladie professionnelle, un mal nouveau qui lui a grignoté les articulations. Alors ça, c'est votre épaule là. Ouais. Là, vous voyez l'os qui est creusé, qui est abîmé. Et ça, c'est le résultat de gestes répétitifs. Oui. Oui. Mais ça fait très mal. Et ça dure très longtemps. Franck est loin d'être un cas isolé. La mystérieuse maladie qui l'a frappé est en pleine explosion. Elle brise comme lui 30 000 personnes chaque année. Certains voient en elle la maladie de la productivité. À Sablé-sur-Sarthe, il n'y a qu'un gros employeur. L'usine des poulets de Loué, LDC, là où travaillait Franck. Une affaire qui a grossi très vite, passée en quelques années du petit atelier familial aux chaînes les plus compétitives du monde. Écoutez bien, les bouchers y travaillent en cadence au rythme des bips d'un chronomètre. Toutes les 15 secondes, 8 filets de dinde à découper. Regardez les gestes mécaniques précis. C'est le morceau le plus cher, il ne faut pas en perdre un gramme. Un couteau dans une main, une côte de maille autour de l'autre, ôtez le gras, coupez le filet mignon, tranchez l'escalope. Engoncé sous plusieurs couches de pull car il fait moins de 5 degrés, Eric comme ses collègues gagne tout juste un peu plus du SMIC et il a peu de temps pour nous parler. Vous allez vite, hein ? Oui. Ils sont assez sales. Les filets sont sales, cela signifie qu'il y a beaucoup de gras et de nerfs à retirer. Mais il faut tenir la cadence, 4 filets par minute, 240 à l'heure. Pour que la productivité soit maximale, chacun des 600 bouchers de l'usine est ultra spécialisé. Répète toute la journée le même geste qu'il doit maîtriser à la perfection. Vous faites quelle partie? L'aileron. Et vous, monsieur, vous faites quoi? Désossage des bloquettes. Désossage des ailes. Je lève les filets. Et deux? Non, de l'autre premier côté. Raffinement suprême, selon le côté à désosser, les ouvriers ne sont pas choisis au hasard. Celui-ci est gaucher, il est au filet droit. J'ai pris à l'aise du côté droit que du côté gauche. Des rendements maxima, car dans le secteur, la concurrence est féroce. Dans les rayons de supermarchés où se retrouveront ces barquettes, la volaille est la moins chère des viandes. Depuis quelques années, des poulets brésiliens arrivent à prix cassés, la lutte est acharnée et il y a déjà eu des morts. Rappelez-vous, la faillite de Bourgoin. Le numéro 1 français, Doux, qui lui, menacé de fermer l'été dernier,
si ces ouvriers ne travaillaient pas 3 heures de plus sans être payés. Dans ce contexte, pour le PDG d'LDC, Denis Lambert, gagner toujours en compétitivité est une question de survie. Il faut savoir que la volaille, c'est la viande la plus consommée par les Français. 24 kilos par habitant, c'est une consommation qui ne cesse d'augmenter. C'est une viande qui est très appréciée, mais aussi pour que les Français la consomment, elle doit être bon marché. Donc la volaille est un produit qui est accepté par un dans la mesure où son prix est acceptable. Non seulement la volaille ne doit pas être chère, mais comme tous les produits frais, elle impose une très grande souplesse à l'entreprise. Bonjour. Et à ses salariés. Là, les commandes arrivent, tout à fait. Il faut préparer au jour le jour les 4000 commandes qui viennent des grandes surfaces. Commande pour un magasin Intermarché. Ici, vous avez une commande pour un magasin Leclerc. Qui arrive par la centrale. Oui, je peux vous les mettre en direct, il n'y a pas de problème. J'avais déjà 40 cuisses de passer. Aucun stock, les chaînes s'adaptent minute par minute aux commandes des supermarchés. Donc les commandes arrivent directement sur les ateliers de production. Concrètement, entre une commande qui est arrivée tout à l'heure et la mise en production, 5 minutes. Donc c'est du flux tendu, mais... C'est du flux tendu, tout à fait. C'est lié aux produits frais. En bas sur la chaîne, flux tendu signifie que les rythmes peuvent s'emballer à tout moment. Jusqu'à 52 heures par semaine autour de Noël. Pas de stock, toujours sur la brèche, une productivité qui a cru de 30% en 10 ans. Autant d'éléments soupçonnés de fragiliser les articulations des ouvriers. Après 2h30 de gestes répétitifs, notre désosseur de filet gauche va enfin pouvoir souffler. Alors, ça y est, c'est fini ? Oui, c'est la pause. Combien ? Combien ? Un quart d'heure là. Et vous reprenez après ? On reprend pour à peu près 2 heures et après encore un quart d'heure. Et vous avez jamais de douleur si, ça arrive. Ouais, c'est un des problèmes du métier, ça. Ouais. Surtout quand on est du matin. Le matin, les muscles sont engourdis et il n'a que peu de temps pour se décontracter l'épaule ou le poignet. Un quart d'heure de pause, un moment qui d'ailleurs, depuis les 35 heures, n'est plus payé par l'entreprise. Mais un moment indispensable pour se réchauffer et parfois pour évoquer les douleurs. C'est important la pause, hein ? C'est important la pause ? Ah oui, c'est important la pause. Pour la cigarette ? Pour la cigarette et le café, ouais. Seulement ? Ça permet de décompresser. Ouais. Ça repose le poignet aussi. Oui, vous avez mal ? Non. Non. Difficile de s'étendre beaucoup sur ce mal, tabou, surtout quand le contremaître est ici en bout de table. Mais dans les vestiaires, quand les chefs ne sont plus là, les langues se délient. Ouais, Jérôme. Un rapide passage avec des ouvriers devant leur casier permet de comprendre qu'ici, l'épidémie de maladies professionnelles frôle l'hécatombe. Ce casier-là, c'était quelqu'un qui lui est arrivé ? Oui, opération de l'épaule. Épaule gauche. Il est arrêté là ? Non, il a repris le travail là. Après combien d'arrêts ? Il a eu 6 mois d'arrêt. Michael aussi. C'était les épaules aussi, pareil. Il y a eu moi après. Les 2 coudes quoi. Les 2 coudes ? Oui. Les nerfs qui étaient bloqués. Voilà, celui-ci, lui il est toujours pas revenu. Lui c'était les épaules aussi. Et il est toujours pas revenu. Ah oui, ça fait du monde qui déguste comme ça. Bah, sur la dinde, il y en a 40. En 2003, il y avait 48 déclarations. De maladies professionnelles. Ouais. Sur les 2000 salariés du site, chaque année près d'une centaine d'ouvriers est touché. À ce rythme, la moitié du personnel pourrait y passer dans la décennie. Franck Gilbert, lui, a été arrêté plus d'1 an. Il a enchaîné les opérations, les infiltrations, sans bien savoir ce qui lui arrivait. Qu'est-ce qu'on se dit alors là ? Qu'on n'est pas solide, qu'on n'est pas... je sais pas, qu'on a les os fragiles, Et comment vous avez appris que c'était pas vous qui étiez en cause en fait ? Par mon chirurgien qui m'a opéré à Angers, qui me disait que ça arrivait à mon âge, c'était pas... bien sûr, ça arrive beaucoup plus à des gens qui ont 20 ans, 25 ans d'ancienneté, mais ça arrivait aussi à des jeunes. Comme les autres, Franck a ce qu'on appelle un TMS, trouble musculo-squelettique. Une maladie professionnelle connue depuis 30 ans, mais qui explose. Poignets, coudes, épaules. Dans l'industrie, les services, la grande distribution, les articulations lâchent. En cause, les gestes répétitifs et l'intensité du travail.
TMS, 3 lettres, un mot que vous ignoriez sans doute, un mal un peu tabou qui dérange car il frappe ceux qui travaillent dur et peut aller jusqu'à les jeter à la rue. Bloc opératoire du docteur Chaise à la clinique de la main de Nantes. Ça, c'est la musique du bistouri électrique. Il est en train d'opérer le poignet d'une ouvrière d'un syndrome du canal carpien. Un TMS de la main qui vous fait lâcher tout ce que vous tenez. C'est la peau. Voilà le pansement final. Dès cet après-midi, vous avez le droit de bouger. Poignet, coude ou épaule usés par le travail sont le pain quotidien du chirurgien. Et surtout, vous mouillez pas le pansement. Pour la douche, vous mettez un sac plastique et on va vous donner un rendez-vous pour venir me revoir. La demande est telle qu'ils sont 4 pour faire face. Bon là, de toute façon, c'est 4 salles qui on ne fait que du membre supérieur. Hein. C'est que de la chirurgie du membre supérieur. Donc là, mon collègue Dr Gain, il fait de la chirurgie de la main. La salle d'à côté, il y a Yves Kierjean, qui a une activité d'épaule assez soutenue. Au fond, c'est une salle de chirurgie de la main. Vous passez combien de patients à l'année? Cette année, en 2004, on doit être autour de 11 000. Les maladies professionnelles vont représenter quel pourcentage? 25%, 25-30% de maladies professionnelles. Des travailleurs manuels, mais aussi des caissières de supermarché, et jusqu'à des dactylos. Cette dame est secrétaire. Elle se retrouve sur le billard, car ses 2 pouces sont paralysés. TMS toujours. Taper sur un clavier, c'est toute la journée? C'est quasiment, oui, toute la journée. Ouais. Et au niveau du pouce, le pouce droit, c'est celui qui vous sert pour la touche espacement, c'est ça? Voilà. Ah oui, le clavier sans importance. Le pouce sur un clavier, si vous voulez, il fait des mouvements comme ceci, sans arrêt, quand vous tapez sur un clavier. C'est la touche espace. C'est la touche espace. Et alors, vous voyez que quand on fait ce mouvement-là, il y a les tendons ici qui sont destinés au pouce, qui sont extrêmement sollicités. Souvent au début, ces salariés n'ont pas été crus. Parfois, sont même passés pour des fainéants. Mais la maladie existe bel et bien dans leur chair. Sur le poignet par exemple, les TMS épaississent des tendons qui compriment les nerfs et paralysent les articulations. Seule une opération peut éviter une irrémédiable atrophie. Alors, je vais brancher les électrodes et votre cœur. Malade suivante, une employée de société de nettoyage. On leur donne les terrains. Une habituée, il y a 6 mois, c'était son autre poignet qui la faisait souffrir le martyre. La nuit, c'est insupportable. On ne peut plus dormir tellement ça vous engourdit les mains. C'est vrai. Oui. Et c'est infernal. Et c'est arrivé comment? À force de faire les mêmes gestes, en fait, je pense. Là, Anesthésie locale, quelques coups de bistouri, l'intervention est rapide. Donc c'est la première incision. La salariée pourra retourner assez vite au travail. Ces patients, les doigts sont libres. Donc la patiente pourra bouger, remuer ses doigts dès cet après-midi et utiliser sa main dès demain. Ça va, madame? Bon, alors, vous repartez au turbin dans combien de temps, à votre avis? Pardon? Vous retournez au turbin dans combien de temps? Vous sentez... Au turbin? Ouais. 1 mois et demi, 2 mois. Comme son problème est reconnu par la sécurité sociale comme une maladie professionnelle, elle sera remboursée à 100% et son salaire pris en charge par l'assurance maladie. Mais attention, une fois guérie, risque de se poser un nouveau problème, financier celui-là. Car avec les TMS, il y a des séquelles qui peuvent aller jusqu'à vous priver de la moitié de votre force et vous empêcher de reprendre le travail. Libérés de leur masque, voici les moustaches du docteur Chaise, patron dans sa clinique. À l'heure des consultations, il voit souvent revenir des patients désespérés. Madame, s'il vous plaît. C'est un peu le cas de cette dame. Il l'a opéré des poignets, des coudes et de l'épaule. Bonjour madame. 25 ans durant, elle avait travaillé dans la volaille. Entrez, asseyez-vous. Pendant ces 3 ans de convalescence, la Sécu a continué de lui verser son SMIC. Mais c'est fini. Plus rien. Car son mal est stabilisé, elle vient d'apprendre qu'il faudra se contenter d'une petite pension, fonction d'un mystérieux pourcentage d'invalidité. Mais il y a quand même plein de petits mouvements que je ne peux plus faire. Mais parce que vous n'avez pas encore récupéré votre cubital. Donc à mon avis, vous s'en sortez à 25% au total. Bon, je dis pas que c'est merveilleux, hein, mais c'est une évaluation qui paraît tout à fait correcte en termes dans le barème des accidents du travail. Parce que justement, elle touchera désormais à vie 150 € par mois, et c'est tout. Au revoir, madame.
Problème, avec son handicap, elle est incapable de reprendre le travail. Le chirurgien n'a guère d'illusions quant à son avenir. Vous pensez qu'elle va être licenciée? Elle va être licenciée, c'est sûr, elle ne pourra pas reprendre son boulot. Et a priori, si on lui a déjà pas proposé un autre poste, c'est qu'il n'y a rien pour elle. Et on va mettre sur le bord de la route, parce qu'on est dans une société qui laisse sur le bord de la route un certain nombre de gens qui ne méritent franchement pas de le faire compte tenu des services qu'ils nous ont rendus. Simplement par service rendu, 30 ans de boulot, un boulot de merde, je pense que cette dame mérite qu'on l'accompagne au moins jusqu'à la retraite. Voilà donc la mécanique implacable des troubles musculo-squelettiques. Un mal qui frappe ceux qui travaillent beaucoup, les conduit au bloc, puis les jette au chômage. La gaine des tendons. Une épidémie, au moins 30 000 nouveaux cas par an. Et il y a pire, car dans les 2 ans qui suivent l'opération, près d'1 patient sur 5 est licencié pour incapacité professionnelle. Exactement ce qu'a vécu Franck Gilbert. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude physique à votre poste de travail, assorti d'une impossibilité de reclassement tant interne qu'externe au niveau des différentes sociétés du groupe. En gros, vous êtes inemployable chez LDC. Voilà, oui. Donc, ils ont essayé plusieurs postes. Il y avait toujours quand même beaucoup moins de gestes répétitifs, mais moi j'avais toujours les douleurs, quoi. Depuis que je me suis fait opérer, j'ai toujours des douleurs quand même. Ils ont essayé, donc ça n'a pas marché, voilà. Bon. Maintenant, je vais faire autre chose. Allez, lève-toi. Depuis 1 an, il vit de ses allocations chômage et cherche un emploi de routier compatible avec son invalidité. Pour son épouse, qui elle continue de travailler à l'usine dans les bureaux, ce licenciement est venu couronner 3 ans d'enfer à la maison. En fait, il fallait que je l'aide pour la nourriture. Il ne pouvait pas s'occuper des enfants, donc les porter, les changer, le bain. Donc il fallait que je l'aide à table. C'est vrai qu'il ne pouvait faire aucun geste au quotidien. Et puis en plus, il n'avait plus de vie sociale et forcément... un peu de déprime, forcément. Un peu de déprime, forcément. Même s'il ne pourra plus jamais travailler à l'usine, Franck va mieux. Et la famille n'est même pas rancunière. Qu'est-ce qu'il y a à midi? La dinde. Chaque année, l'usine de volailles licencie 4 ou 5 employés suite à des TMS. Mais il y a 4 ans, ce qui était vécu comme une fatalité a déclenché un vrai ras-le-bol. Juin 2000, c'est justement autour des conditions de travail qu'éclate la première grève dans l'histoire de l'entreprise. Les gens en ont ras-le-bol, tout simplement, c'est clair. Justement, pour les mauvaises conditions de travail qu'il y avait justement au sein de l'entreprise. C'est vrai que la LDC n'a jamais connu de conflit, mais maintenant, il y en a marre, il y a vraiment un profond ras-le-bol. Usine bloquée. En 2 jours, LDC perd près d'1 million d'euros. Et les dirigeants comprennent qu'il faut désormais se pencher sérieusement sur les conditions de travail. Pour le PDG de l'entreprise, il n'est plus possible de fermer les yeux sur le mal dont souffrent ses employés. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous apprenez qu'une personne est arrêtée pour 6 mois parce qu'elle a attrapé une maladie au travail, pour vous, chez vous? Vous vous sentez concerné et vous vous sentez responsable de cet état. Même si on sait bien que les causes de ces maladies professionnelles sont tout à fait variables. Et ce n'est pas seulement la productivité, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être familiaux, qui peuvent être aussi extérieurs à l'entreprise, qui font qu'on a ces difficultés. Il n'empêche, il se sent bien responsable. D'autant que les TMS ne sont pas douloureux que pour ses ouvriers, ils font aussi mal à son portefeuille. Chaque fois qu'un de ses employés est touché par cette maladie, le patron est obligé de rembourser à la sécurité sociale l'intégralité des frais engagés, soins et bien sûr salaire. La facture est lourde. Pour le DRH, l'an passé, elle représentait 3% de tous les salaires versés. Bonjour. Le chiffre va faire peur, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est 8000 salariés donc en France au sein du groupe. Environ, c'est sur une base de 3% en moyenne, c'est pratiquement l'équivalent de 6 millions d'euros. Versé à la sécurité sociale par LDC. Oui, tout à fait. Pour diminuer cette facture, le patron a décidé qu'il fallait en 5 ans diviser par 2 le nombre de TMS. Ensuite, il y a les coûts. Et effectivement, il commence à y avoir du nouveau. Sur la chaîne des escalopes, le chrono est toujours là, mais aujourd'hui sont aussi venus d'étonnants curieux.
Pascal Mottet et son collègue ne travaillent pas à la télé. Le patron les a chargés de s'intéresser aux gestes de ses ouvriers. On filme la première opératrice qui est en train de découper donc, son filet. Donc on va filmer non seulement la prise du filet sur le tapis, donc en hauteur, mais tout le travail qu'elle est en train de faire au niveau du filet. Pourquoi ce poste-là en particulier aujourd'hui? Parce que c'est un service où on a un nombre de maladies professionnelles qui aujourd'hui augmente. Donc on veut essayer de comprendre pourquoi. Filmer permettra d'étudier chaque mouvement. Ils veulent comprendre pourquoi les TMS explosent chez eux depuis 4 ou 5 ans, car après tout, travail à la chaîne, cadence, ça ne date pas d'hier. Atelier 20, plus vite, 4-1. Rappelez-vous, dans les temps modernes par exemple, pourquoi les ouvriers au temps de Charlot n'avaient-ils pas de TMS? Eux aussi enchaînaient des gestes répétitifs. Là-dessus, un professeur a beaucoup réfléchi. François Hubault est ergonome, autrement dit spécialiste du travail des autres. Bonsoir. Il a découvert qu'il n'y avait pas qu'un problème de cadence. Les TMS apparaissent quand un travail sans intérêt ne procure aucun plaisir, tout en exigeant une concentration de chaque instant. Donc là, oui, c'est ça, c'est la même. Au boulot, Charlot lui vissait toujours le même boulon, un travail monotone mais qui lui permettait de s'évader, de penser à autre chose. Cette évasion permettait à Charlie Chaplin de mettre un peu de la distance, de ne pas s'impliquer dans ce qu'il faisait. Et en mettant les choses à distance, d'une certaine manière, il rendait possible que ça ne l'atteigne pas. Cette distance le protégeait. Aujourd'hui, ces tâches monotones sont effectuées par des robots. Quand on emploie des ouvriers, c'est pour leur confier des missions bien plus complexes. Rappelez-vous les filets de dinde. Il n'y en a pas deux pareils, la concentration est totale. Le travail n'a pas grand intérêt, mais il mobilise le corps et aussi l'esprit. Impossible dès lors de prendre de la distance avec son travail, de ne pas trop s'impliquer comme le faisaient les ouvriers au temps de Charlot. Eh bien, cette distance est rompue. Comme cette distance s'est rompue, c'est donc une tension qui s'installe à la place, dans des articulations qui crient. Et c'est ce cri-là qui s'appelle TMS. Cadence, pression, stress, comment identifier les gestes qui font souffrir? Retour chez LDC. La vidéo filmée tout à l'heure va être disséquée longuement par les contremaîtres, les employés et l'infirmière. L'entreprise a même fait appel à 2 ergonomes, des consultants extérieurs. Ça permet d'éviter à chaque fois de faire la rotation. C'est ça aussi. Justement, au niveau de la prise des filets sur le tapis en hauteur comme ça, est-ce qu'aujourd'hui vous le ressentez comme une gêne ou C'est du coq, ça tire sur les bras quand même. D'accord. Ouais. Moi, je pense que c'était par rapport à ça aussi que des douleurs à l'épaule. Donc ça confirme l'image et puis les passages en infirmerie confirment que le bras qui coupe pas est plus sollicité au niveau de l'épaule pour la prise des pièces et pour l'évacuation des pièces. Ça, puis lancer pour des observations qui permettront de modifier la chaîne et d'améliorer les conditions de travail. Ok, merci. Nous, on fait une petite pause et puis on reprend un peu tout à l'heure. Ok, allez. L'entreprise commence même à obtenir quelques résultats. L'an passé, ils ont mené le même type de travail dans cet atelier de panais de dinde. Ça n'a pas l'air, mais c'était il y a peu une des chaînes les plus dures de l'usine. En quelques semaines à ce poste, n'importe quel ouvrier souffrait de douleur. Le tapis n'arrête jamais, il faut rester attentif car parfois le fromage arrive en miettes. Pourquoi ça posait problème, le fromage qui se cassait? On a plus de manutention à remettre sur les trains. Donc plus de gestes alors? Voilà. Après avoir étudié ce poste, LDC a investi dans des fauteuils, installé des marchepieds à la taille de chaque employé et aussi améliorer la qualité du fromage. Désormais, il se coupe mieux. Les ouvrières n'ont plus à rassembler les miettes à toute vitesse. Moins de stress, moins de gestes. Depuis 6 mois, les TMS ont disparu. Il paraît même que la productivité aurait un petit peu augmenté. Dans 15 jours, Capital vous emmènera dans un tout autre univers, celui des produits à la mode, des produits Frime.
Nous vous proposerons notamment un reportage sur la nouvelle folie du moment, les bottes Hug. Vous verrez comment ces bottines fourrées ont conquis la planète. C'est horrible. Ouais. C'est horrible, c'est pas très beau quand même. On dirait des pieds beaux, on dirait des pieds d'ours. Nous vous proposerons également une enquête sur l'incroyable retour de la fourrure. Il y a 10 ans, elle faisait scandale. Qui a relancé cette mode? La frime à tout prix, c'est dans 15 jours dans Capital. Cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec François Ducroux, Laurent Huberson, Jérôme Dindar, Emmanuel Leclerc et Pénélope Pontet. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu discuter entre vous des sujets de cette émission sur le site m6.fr. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Bernard de la Villardière pour Zone Interdite. Je cherche ma maison, c'est l'achat de ma vie. Tout de suite, Culture Pub avec Christian Blachas. Bonsoir. Réagissez à l'émission dans le Forum Capital sur m6.fr.